magic in the air. Levez les mains en l'air. Allez, 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 feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Magic System. Rencontre intergénérationnelle des médias, édition 2022, nous y sommes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Amis de la plume et du papier, compagnons de fortune et parfois d'infortune, vaillants combattants de la liberté, voix des sans-voix, merci de prendre ce rendez-vous, le vôtre, mais aussi le nôtre, les rencontres intergénérationnelles des médias. Rendez-vous de la profession, moment de partage et de brassage intergénérationnel, mais surtout, instant privilégié d'apprentissage à la source des aînés. Ces aînés qui ont fait le métier, qui ont fait la profession, qui ont honoré notre pays. Et il me tarde de vous prier très humblement de bien vouloir vous lever dans un stand d'innovation pour accueillir ici même cet invité spécial avec les mérites dus à son parcours exceptionnel. J'ai nommé François Aoudo, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir un peu. Vous pouvez bouger, hein? C'est la fin d'année, ça ne gêne pas. C'est notre rendez-vous, c'est notre moment de partage, s'il vous plaît. Allez, on bouge la main. S'il vous plaît. Merci beaucoup à la régie. Merci à la régie, merci beaucoup pour vous asseoir, c'est très gentil. Merci de vous être levé. Bonjour François. François, c'est un grand nom. François, nous connaissons le pape François, nous connaissons les empereurs français, François Ier, François II. Aussi, nous connaissons le président français, François Mitterrand, François Hollande. Bon, décidément, François, c'est un destin de président. Je veux dire leader. C'est quoi la signification de François? Pas forcément, puisque je ne me suis pas donné ce nom. Vous savez, je suis né à une époque où la sage-femme regardait simplement sur le calendrier, mettait le nom. Et après, nos parents se chargent de donner le nom que nous considérons comme le nom traditionnel. Comme vous le dites, c'est un nom, il n'y a pas de jour où il m'arrive de regarder derrière parce que j'ai entendu François dans la rue avant de me rendre compte que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Donc c'est pour vous dire que c'est un nom comme tout autre et qui n'a rien de véritablement spécial. Mais il signifie quoi? Vous vous êtes intéressé un peu? Non, parce que je m'intéresse beaucoup plus au nom, au prénom Et traditionnel. Kofi, alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Cela veut dire que, vous savez, dans nos cultures, on ne donne jamais de nom en l'air. Je suis né un vendredi. Et ça permet aux parents de savoir que ce garçon est né un vendredi et que par rapport à cela, il y a un certain nombre de considérations dont il faut tenir compte. Voilà. Merci beaucoup, François Kofi Aoudo. Donc, on dira plus Kofi ici que François. Merci d'applaudir notre invité, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, les rencontres intergénérationnelles des médias, ce sont des moments de partage, des moments de retrouvailles. Nous sommes à la 6e édition. Nous avons eu des moments très forts pendant ces rendez-vous et je voudrais, avec la complicité de la régie, que nous puissions revivre ces quelques moments donc, des rencontres intergénérationnelles des médias. Merci à la régie. Nous y voilà, chers invités, rencontre intergénérationnelle des médias, ça y est. Dire qu'on est journaliste revient à dire qu'on connaît son métier. C'est un métier, ça s'apprend. On va à l'école de la presse. On remarque que les médias s'écartent, certains médias s'écartent un peu des règles de base. Un journaliste, ce n'est pas parce qu'on l'a invité au Togo, l'a logé à l'hôtel de février, qu'il va venir mettre à la une que l'élection est transparente. Le journalisme est un sacerdoce. Et si quelqu'un veut devenir riche, il ne vient pas au journalisme. Il faut que les gens se ressaisissent
pour se corriger eux-mêmes en écoutant les critiques et en se regardant dans le miroir. Est-ce qu'on doit laisser la communication pour informer? C'est l'idéal. Mais sans communication, est-ce que les organes peuvent vivre? Non, c'est pas évident. Moi, je nous propose directement la professionnalisation. Et cela revient à dire quoi? Qu'on amène à la rédaction celui qui a la vocation et pas celui qui a des problèmes à régler, celui qui est en chômage. Le journaliste qui croit tout savoir est mort. Il y a des problèmes que vous avez rencontrés en son temps, que nous aussi nous rencontrons encore aujourd'hui. Et c'est bien de repartir un peu vers les aînés, puiser de tout ce qu'ils ont appris, de leurs expériences, pour pouvoir mieux faire. Voilà, donc c'était quelques moments forts des rencontres intergénérationnelles des médias. Merci d'applaudir l'équipe technique qui nous permet de garder ces archives. Merci beaucoup. Eh bien, chers amis, le groupe éducation a initié ces rencontres justement intergénérationnelles depuis 2016 pour permettre surtout aux jeunes journalistes de pouvoir profiter de la riche expérience des aînés de la profession pour parfaire notre pratique quotidienne du métier. Un métier noble, un sacerdoce, dit-on, au service de la communauté. Ces rencontres nous offrent l'opportunité de découvrir un professionnel. Et comme vous vous en doutez, notre invité de ce matin nous vient tout droit de Kowe, la terre de mythes, de cultes et de masques. François Kofi Aoudo, qu'on ne présente plus, il est là avec nous. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci pour partager avec nous les clés de votre réussite. Le téléphone arabe nous apprend que vous avez eu une vie sans repos. Tout jeune, vous avez déjà commencé à vous battre pour prendre en main les clés de votre destin. Quels souvenirs avez-vous de votre enfance? Bon, en termes de souvenirs, j'en ai beaucoup, mais il y en a un peut-être, ce n'est pas ce que vous attendez, qui m'a marqué. Et lorsque vous gardez de tels souvenirs, c'est que dans la vie, vous êtes obligé de mouiller le maillot, comme on le dit. Je disais à l'équipe qui m'avait rencontré au moment où on préparait cette cérémonie que je suis né d'un père qui est un des tout premiers ouvriers, pâtissiers, boulangers du Bénin, du Dahomey de l'époque, parce qu'il a travaillé avec un blanc qu'on appelait René Couéron à l'époque. Et le souvenir que j'ai gardé et qui n'est pas si lointain, bon, c'est vrai, mon père allait à la retraite après, il est décédé il y a 22 ans, mais j'ai gardé le souvenir que c'est le soir, quand nous autres, nous nous apprêtons à dormir, que je vois mon père prendre son vélo. Je ne sais pas si certains connaissent le vélo qu'on appelait Halej à l'époque. Ce sont les Yoruba qui trouvent la meilleure formule pour désigner ce vélo. Ils l'appellent, s'il y a des Yoruba dedans, Afedjewa, vous savez ce que ça signifie? La moto qui se pilote avec du sang. C'est votre sang qui fait piloter la moto. C'est ça que mon père avait, et c'est au moment où nous nous apprêtons à fermer le portail pour aller au lit que mon père prenait ce vélo pour aller travailler, puisqu'il faut faire le pain la nuit pour que le lendemain, tout le monde puisse avoir du pain pour prendre du thé. À certaines nuits d'orage, vous imaginez quand le ciel est couvert, le tonnerre gronde, il y a les ténèbres, c'est en ce moment que lui doit prendre son vélo pour partir. Il l'a fait pourquoi? Pour la famille. De l'autre côté, j'ai une mère qui, comme la plupart des femmes de Kowe, faisait les galettes d'arachide, ce que certains appellent couramment azinklakoul. Et quand nous voyons ces galettes, nous ne découvrons pas tout ce qu'il y a derrière. Quand elle se réveille à 4 h du matin, c'est peut-être pour rester jusqu'à 21 h à travailler sur la même chose. Donc vous voyez, je suis né de 2 parents qui, toute leur vie, ont ferraillé. Et ces souvenirs me sont restés. Et par rapport à cela, il est impossible que je ne puisse pas bouger moi-même. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Voilà, donc né de parents travailleurs, combattants, prenez aisément pourquoi est-ce que l'homme travaille et pourquoi est-ce que l'homme a du parcours. Je vais, avec la complicité de la régie, vous prier de voir
et de découvrir dans une brève présentation l'invité que nous recevons aujourd'hui. François Aoudo en présentation, s'il vous plaît. Mon nom c'est François Kofi Aoudo. Kofi signifie que je suis né un vendredi. Je suis né de deux parents que j'appellerai des artisans. Mon père était ouvrier, pâtissier, boulanger. Ma mère, ménagère, qui fabriquait des galettes d'arachide, un peu comme toutes les femmes de Covey, dont je suis natif. Voilà, je suis issu d'une nichée de 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Je suis le 5e parmi les enfants. Journaliste, manager des médias, manager des élections, doctorant en instance de soutenance, consultant en communication, formateur, François Kofi Aoudo est l'un des rares journalistes de la presse écrite qui aura marqué sa génération par sa passion pour la plume et le papier et la qualité de ses productions. Amoureux de la culture générale, François Kofi Aoudo était prédestiné à un avenir de technicien de la SBE, d'alors devenu SONEB aujourd'hui avec la scission. Si j'étais si passionné par le journalisme, je n'aurais pas passé peut-être un concours de la SONEB à l'époque. Et déjà en 1988, j'ai passé ce concours pour l'écrit. Ça s'est bien passé. L'oral, ça s'est bien passé, mais il y avait une troisième phase où on devrait aller dans une sorte d'usine de la SONEB. Et il fallait envoyer les invitations par la poste. Alors j'utilisais la boîte postale des amis du quartier. Et un soir, on était assis, on jouait aux cartes sur le portail quand j'ai vu des agents de la SONEB qui étaient venus réparer peut-être un tuyau cassé quelque part. Et je leur disais, bon, ce n'est pas exclu que bientôt je devienne leurs collègues. Ils disent comment? Je leur ai expliqué que non, j'ai fait le concours et que déjà les 2 premières phases, ça s'est bien passé. Je n'attends que la phase pratique. Il dit, mais pourquoi? Il dit, oui, j'attends la convocation. Il dit, non, c'est fait. C'est fait déjà. Si je n'ai pas pu le faire, c'est que peut-être je n'ai pas été informé pour aller faire la phase pratique. Alors les amis sont allés relever leur boîte. Ils se sont rendus compte que la convocation dormait dans leur boîte postale depuis longtemps. Bon, j'ai raté l'occasion, sinon peut-être je n'aurais jamais pu devenir journaliste aujourd'hui. Ironie du sort, François Kofi Aoudo s'est laissé façonner par sa trop grande culture et inspiré par ses idoles en matière de pratique journalistique. Toute chose qui le propulse au devant de la scène médiatique au Bénin, faisant de lui l'un des meilleurs secrétaires de rédaction de sa génération. Le secrétaire de rédaction est une sorte de régulateur de proximité dans les journaux. C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme incorrection, au plan déontologique, au plan technique, au plan des techniques rédactionnelles et autres, c'est à vous de veiller à ce que tout cela soit respecté. Mais il y a l'autre aspect qui m'intéresse beaucoup. Le secrétariat de rédaction a un volet artistique. Quand vous n'avez pas un certain feeling, quand vous n'avez pas une certaine sensibilité, je ne dirais pas forcément artistique, mais en matière de lecture des réalités au-delà du visuel, de l'apparent, vous ne pouvez pas être un bon secrétaire de rédaction. Sa rigueur professionnelle héritée du feu Germain Adélacon, pour qui il ne cache d'ailleurs pas sa filiation, aiguise son appétit pour l'enquête journalistique, genre pour lequel son bagou force l'admiration. Par sa plume, il a réussi à gravir tous les échelons et franchi toutes les marches qui lui ouvrent les portes du panthéon de la presse au Bénin. Ce qui d'ailleurs lui a valu sa décoration de chevalier de l'ordre national du mérite du Bénin. Le journalisme est un métier qui a ses principes, qui a ses règles, mais au-delà de ce qu'on peut codifier sous forme de déontologie, sous forme de loi, il y a l'autre volet aussi qui est l'éthique, qui relève de l'éducation, de la sensibilité, du vécu de chacun. J'ai eu peut-être la chance d'avoir évolué très tôt à l'ombre d'un certain nombre d'années parmi les meilleurs. Je veux citer le doyen Germain Adélacon, dont il vient de vous parler, mais qui est, je crois qu'avoir été enseignant avant d'être journaliste, c'était pas mal chez lui. Il est d'une pédagogie que je n'ai pas trouvée ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Formateur dans plusieurs instituts, centres et écoles de formation en journalisme, François Kofi Aoudo ne manque pas de conseils à l'endroit des jeunes bacheliers qui souhaitent bien embrasser le métier de journaliste. Le journalisme garde tout son prestige. Le journalisme garde tout ce qui peut inspirer la passion dans un métier, en fait. Et je crois qu'on a besoin toujours
de faire du journalisme, notamment dans notre pays. Mais l'autre volet, c'est les conditions de travail dans nos entreprises de presse. C'est là où j'ai l'embarras. Lorsque le jeune a la passion de faire du journalisme, la vocation du journalisme, est-ce que d'un autre côté, cela lui permet de tirer son gagne-pain? Je ne saurais répondre de façon tranchée à cette question. Sinon, oui, je peux toujours conseiller qu'un enfant s'inscrive en journalisme, tout en commençant par lui dire, comme je le fais dans tous les amphis, que désormais, et fort heureusement, l'avenir du journalisme est dans la production. Comme toute profession libérale, le métier de journaliste a des secrets. Quelques clés essentielles pour une pratique réussie du journalisme, François Kofi Aoudo en partage quelques-unes. La première clé, c'est votre background. La deuxième clé, c'est votre carnet d'adresse. Nul en journalisme ne détient un carnet d'adresse suffisant, au moins qu'il n'ait plus besoin de solliciter un autre collègue. La troisième, c'est l'humilité. Quand vous êtes journaliste, vous êtes obligé de faire un peu attention, partout où vous passez. Vous ne pouvez pas vous présenter quelque part, par exemple, où il y a une bousculade et vous vous jetez dans la mêlée, vous vous comportez comme n'importe quel badaud d'autogare. Auteur de plusieurs publications sur des sujets d'enquête journalistique d'intérêt public et de plusieurs autres ouvrages dans le secteur des médias et de la communication, François Kofi Aoudo ne cache pas son talent pour l'archivage, un chantier presque inexistant au Bénin qui n'a de cesse de l'horripiler. Je dois d'abord rendre hommage à ma maman. Il y a des courriers que ma mère et moi, on a échangés près de 30 ans avant son décès. Et à son décès, je les ai retrouvés dans ses affaires. Mais deuxième chose qui a commencé par me forger en cette matière, c'est lorsque vous avez un travail à faire et vous allez dans nos bibliothèques et vous vous rendez compte que c'est quasiment vide. Quand vous êtes dans un contexte comme celui-là, vous êtes forcément attaché aux archives. Le peu que vous avez, vous voulez le conserver. Moi, il m'est arrivé de sortir mon cahier de leçons du CM2, j'ai montré ça à mes enfants. Ils se sont esclaffés. Je l'ai encore là, mon cahier du CM2. J'ai fait le CM2 en 1979. Mes bulletins du notes, du collège et autres, je les ai conservés là. Appelé aujourd'hui à faire valoir ses compétences dans le secteur de la communication, il continue d'assumer ses fonctions académiques, transmettant ses connaissances aux journalistes en herbe. François, dites-nous un peu, dans le journalisme, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous avez aimé? Et comment est-ce que vous êtes arrivé au métier? Vous savez, la première chose qui est en fait un privilège pour le journaliste, c'est le fait déjà de pouvoir partager des idées avec les autres. Ça, c'est un privilège important. Tout le monde n'arrive pas à le faire. Si vous êtes journaliste, vous avez déjà cette possibilité d'agir. C'est aussi le fait de représenter sur les lieux d'une manifestation les yeux, les oreilles, le nez, le toucher pour tout un public. Quand vous jouez un rôle de ce genre, vous vous dites forcément que c'est un rôle de privilégié. Mais il y a l'autre aspect que j'ai découvert beaucoup plus tard. C'est le fait que si vous le faites, vous savez, nul n'est parfait. Mais quand vous le faites en essayant de rester collé au maximum aux principes et aux règles, c'est au moment où vous y attendiez le moins que vous constatez que en fait, les gens vous suivent. Il vous arrivera peut-être, moi je ne suis plus dans la presse quotidienne depuis une vingtaine d'années, même si je continue d'écrire, parce que on va peut-être en parler plus tard, vous comprendrez pourquoi j'aime écrire beaucoup maintenant des ouvrages, que vous soyez en ville quelque part en train de prendre un pot avec un ami et que quelqu'un, avant que vous ne vous leviez pour payer, on dit non, quelqu'un a payé. Il y a des cas où vous dites, mais montrez-le moi pour que j'aille le remercier au moins. Quand vous avez la chance, la personne est là, elle dit, bon, non, on ne se connaît pas. Monsieur, on s'est connus, vous rappelez-moi, on ne se connaît pas, j'entendais le nom. C'est la première fois que je vous ai vu, ça m'a plu de vous faire plaisir. Il y a des cas où la personne paie et s'en va, et vous dites, mais où est-ce qu'il est pour que je le remercie? Au moins, on dit non, la personne a payé et s'en est allée. Ça, c'est très précieux, c'est très important dans la vie. Tout comme lorsque vous avez des enfants qui ont des difficultés dans la vie, ils tombent quelque part et dès qu'ils donnent le nom, on dit, mais vous êtes le fils de qui? On dit de tel. Et on dit, tel que je connais. On dit oui, bon, si c'est le cas,
je peux vous aider. Vous voyez, voilà autant de privilèges qui sont importants en matière de journalisme. Mais lorsque vous démarrez très tôt, la première passion, la première chose qui passionne, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, je parle de mon vécu moi, c'est le fait que, parce que vous êtes journaliste, et que sur les lieux d'une manifestation, par exemple, où on tient tout le monde à l'écart, on vous autorise à aller de plus près vers la manifestation. Ça, c'est très important. Il nous est arrivé d'accéder au tarmac de l'aéroport à l'occasion de la visite d'un chef d'État, par exemple, à l'occasion d'une fête du 1er août, où la plupart de ceux qui sont, à part les officiels, sont obligés de rester peut-être à 6 bons mètres, comme on le dit en football, pour suivre la manifestation, et que vous, devant couvrir la manifestation, vous êtes obligé de vous rapprocher au plus près des lieux. Vous voyez, quand on démarre, ce sont autant de privilèges qui vous encouragent, vous passionnent, vous poussent à vouloir aller toujours plus loin, et surtout à faire en le faisant du mieux que vous pouvez. Alors, le faire du mieux qu'on peut, comme je l'ai dit, l'esprit de ce plateau, c'est vraiment partager les expériences. Et l'une des clés que la jeunesse peut déjà retenir ici, c'est faire bien ce qu'on a à faire. Et ça peut conférer plusieurs prestiges. Et vous savez, nous avons donné la parole à quelques confrères. Nous avons donné la parole aux amis de la presse qui ont parlé de vous, qui ont donné quelques témoignages et qui nous permettent de voir un peu qu'est-ce que Kofi François Aoudo donc, a été pour cette corporation, qu'est-ce qui reste pour nous. Avec la régie, je vais vous prier donc de faire parler nos confrères qui ont bien voulu répondre à nos questions. Merci. François ne sait pas vivre de la facilité. Oui, les parents sont de moyens modestes, mais François a su se battre. François Aoudo, il faut dire que c'est un aîné de la profession. Et je l'ai connu quand j'ai fait mes pas dans la profession, il y a une quinzaine d'années. Dans ses fonctions de consultant, je ne l'ai pas vu réellement dans l'exercice de la profession au sein d'une rédaction. Mais en tant que formateur, en tant que consultant, il faut dire qu'il fait partie de ces aînés, je peux le dire, qui ont bonne presse, et on ne peut pas parler de la presse béninoise aujourd'hui sans parler de François Aoudo pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été pour la profession. Je me rappelle bien du jour, il m'a donné un exposé à faire, que je dois réaliser un grand reportage, je crois bien. Et on ne l'a pas fait, il est venu nous a sorti de son cours. Donc je n'ai pas suivi le cours jusqu'à la fin, pas seulement toute la journée, mais il m'a sorti du coup carrément. Pourtant, je dois composer, même si je n'ai pas suivi le cours. Je l'ai supplié, j'ai ramené après le travail, mais il a dit que c'était trop tard. Le plus beau souvenir que je garde personnellement de lui, c'est cette aventure sur l'enquête au Siwa, conduite par la Maison des médias. Il était consultant sur cette enquête-là. Je pense qu'on a passé de très bons moments du début jusqu'à la fin. Sur le plan social, François ne sait pas se laisser conduire par quelqu'un. C'est un libre penseur. Il est trop rationniste. Voilà. Il dépasse la rationalité. Lui pense que son monde-là, c'est le même que le monde des autres. Non, dans la vie, il ne faut pas être absolu. Il est absoluiste. François n'a pas de demi-mesure, c'est ça ou c'est rien. Surtout quand il est sur son droit, François, ça, il ne fait pas de concession. C'est un de ses gros défauts. François, nous avons dépassé la cinquantaine. Et là, tout de suite, nous sommes en train de migrer vers le fauteuil des sages. Je crois que nous avons gardé la ligne, mais je voudrais que nous restions, sinon que nous nous préparions véritablement à être de véritables sages dans tous les domaines qu'il faut. Et que les gens gardent cela de nous. Mais au soir de la vie, je veux dire quand même que bon, il faut diminuer un peu de rigidité. Je lui souhaite une très heureuse carrière, mais qu'il arrive à essayer de laisser un très bel héritage
ceux-là qui vont venir après lui. François Dekbe Asuka, ne change surtout pas tes qualités d'archiviste. Tu es notre mémoire, tu es notre bibliothèque. Et j'espère que tu auras une longue vie et qu'au soir de notre vie, tu pourras transmettre la somme des milliers de documents que tu as accumulés. Voilà, donc merci d'ovationner ce témoignage, s'il vous plaît. Ce sont les confrères de la profession donc, qui se sont prononcés sur le vécu de l'homme tel qu'ils le connaissent. François Audo, vous êtes notre mémoire. C'est Michel Chanou qui le dit, vous êtes notre mémoire. Je trouve que c'est une grande responsabilité, la mémoire de la presse béninoise. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, bon, c'est peut-être trop dit. C'est une manière de parler, de dire que je suis la mémoire de la presse béninoise. Si on devrait parler de mémoire, il y en a d'autres. Hein. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance de connaître comme moi. J'ai connu des aînés qui ne vous montreraient pas la paperasse comme mémoire, mais qui sont journalistes, mais qui peuvent vous parler de l'histoire de ce pays du matin jusqu'au soir sans prendre un seul bout de papier. Pour ce qui me concerne, j'ai été marqué par un certain nombre de faits et c'est pour cela que tout document qui tombe en mes mains et que je juge important, je le conserve. Parce que vous ne savez jamais à quel moment vous en aurez besoin. Et sur ce point précis, je me souviens une fois avoir vu fortuitement un de nos aînés qui n'est plus aujourd'hui, Salomon Vidé-Ouenou de la Radio Nationale. Certains, peut-être dans la salle, le connaissent, ont eu l'occasion de le connaître. Il venait à Cotonou, je l'ai pris dans ma voiture et on discutait d'archives justement. Et il me disait que sous la Révolution, qu'un ministre de l'Information de l'époque a fait écraser des dizaines de kilos d'archives du Bénin. Parce qu'à l'époque, le slogan c'était de bannir l'ancienne politique à travers les idées, les institutions et les hommes qui les portent. Vous savez, lorsque vous êtes dans un contexte comme celui-là, vous comprendrez que tout document que vous avez avec vous, vous devez le conserver pour ne pas être obligé demain d'aller le chercher ailleurs. Je vais peut-être ajouter une explication relativement récente, puisque elle remonte à 1997, où je m'étais retrouvé à Dakar avec quelques confrères de ma génération. Et nous avons décidé d'aller au siège du journal Le Soleil. C'est l'équivalent du journal La Nation au Bénin. J'avoue que j'ai été pratiquement frustré par ce que j'ai vu. Parce que les archives que j'ai découvertes sur le Dahomey, au siège du journal Le Soleil, je ne parle pas des archives du Sénégal, je parle du journal Le Soleil, les archives que j'ai pu voir et qui concernent mon pays, nous ne les avons pas ici chez nous. Et lorsque vous voyez cela, vous vous dites, mais ça pose un problème. Donc, tout à l'heure, vous avez montré un élément dans lequel je rendais un témoignage à ma mère, qui n'a quand même pas pu aller à l'école pendant longtemps, parce que étant le seul garçon qui était parmi ses frères et sœurs, devait aller à l'école, il fallait retirer les filles pour que le garçon aille à l'école. C'était cela à l'époque. Donc, elle a peut-être fait ce qu'on appelle cours préparatoire, CP, aujourd'hui. Mais cela dit, elle baragouinait tout petit peu le français, mais je ne sais pas, elle était malade d'archives. Je confiais à votre équipe qui m'a rencontré que je n'ai pas compris pourquoi elle est restée si accrochée à des courriers qu'on a échangés près de 30 ans avant son décès, que j'ai retrouvé dans ses affaires quand elle est décédée. Donc il y a dans cette posture, je peux dire qu'il y a un petit héritage que j'ai reçu d'elle, mais voilà peut-être des faits anecdotiques, mais qui me poussent à rester collé aux archives. Maintenant, en termes d'archives, il y en a d'autres aussi qui vont vous faire sourire tout à l'heure dans l'élément. Je vous ai dit que en fouillant un jour, j'ai retrouvé mon cahier de leçons Histoire et Géographie de la classe de CM2. J'ai fait cette classe en 1979. Le jour où je l'ai montré à mes enfants, ils se sont esclaffés. Certains ont ri, ils sont couchés à même le sol pour dire, mais qu'est-ce que tu foutres avec ça? J'ai dit, non, ben, c'est heureux. Ça me permet de vous montrer à quoi je ressemblais à l'époque. Parce que quand vous voyez l'écriture de l'époque par rapport à ce que je fais aujourd'hui, vous vous dites, mais c'est bon parfois de savoir ce qu'on valait quand on était enfant aujourd'hui. Sinon, on ne peut pas mieux comprendre les enfants qu'on a aujourd'hui ou bien des enfants qu'on retrouve aujourd'hui.
C'est ça. Et parlant donc justement de mémoire, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre pratique de la presse au Bénin? Quels sont les faits marquants vraiment de l'histoire de la presse que nous pouvons retenir avec vous? Les faits marquants de l'histoire de la presse, je vais en citer, il y en a à foison, je vais en citer peut-être 2 ou 3. Vous savez, à la veille de la conférence nationale, nous avons quelques aînés, dont celui dont cette maison porte le nom. La maison des médias, c'est Thomas Meillansan, qui est le fondateur de l'ancêtre de ce que nous appelons le journal La Nation aujourd'hui, qui a créé bizarrement un des premiers journaux, je dis un des premiers, pas le premier, des journaux privés du Bénin, le journal La Récade, si ma mémoire est bonne. Bien avant la conférence nationale, c'était tout un aréopage d'intellectuels qui animaient ce journal. Quand vous voyez ceux qui écrivaient, la plupart n'étaient pas forcément des gens sortis d'une école de journalisme comme lui, mais quand vous lisez quand même, c'est un peu comme si vous croquez une friandise, parce qu'au moins c'est des gens d'un niveau intellectuel assez élevé. Mais à un certain moment, il a fermé ce journal simplement parce qu'il n'avait plus l'argent pour continuer à financer le journal de sa poche. Et qui connaît Thomas Meillansan, c'est quelqu'un qui est un peu trop passionné du respect de la déontologie. Il a estimé qu'on ne peut pas, avec l'argent de la publicité, avec des contrats publicitaires, on ne peut pas faire un journal libre. Et il a préféré laisser mourir le journal. C'est comme ça qu'il a laissé mourir le journal. Et cela m'est resté. Je ne sais pas si on peut pousser le rigorisme à ce point-là. Ça, c'est un fait important qui m'a marqué. L'autre fait marquant, puisque vous l'avez dit avant que moi-même je prenne la parole, nous avons eu un aîné, Germain Adélacon. Je ne suis pas de sa période. C'est d'ailleurs à cause de quelqu'un comme lui que quand j'étais aux Échos du jour, puisque vous parlez de rencontres intergénérationnelles, l'un des derniers journaux dans lesquels j'ai travaillé, c'était les Échos du jour. Et le slogan, c'était la force de 3 générations. Parce que Germain Adélacon, c'est la première génération déjà, je peux dire que c'est un des ancêtres de notre presse à l'époque. Et celui-là est allé à la retraite en 1973, je crois. Mais il a accepté de revenir travailler au journal Le Matin avec nous en 1994, fait la différence. Et quand il est venu, il était venu avec une telle humilité, nous étions un peu trop fasciné par cette humilité. Nous l'appelions papa. Et il avait l'âge du père d'un certain nombre d'entre nous. On l'appelait papa à l'époque. Vous voyez, ce n'est pas évident de laisser un métier et d'y revenir autant d'années après. Soit dit en passant, c'est quelqu'un quand même qui n'a jamais fait une école de journalisme. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait un amphi de droit, mais qui est resté et restera dans l'histoire comme l'un des plus grands chroniqueurs judiciaires que le Bénin a eu. Avant de pratiquer au soir de sa carrière un genre journalistique auquel vous ne faites pas attention et qui tend à disparaître d'ailleurs de notre presse, c'est le billet, qui ne comporte que quelques 2 ou 3 petites phrases, mais qui demande des compétences assez élevées pour qu'on puisse les pratiquer. Donc c'est important. Mais je vais ajouter peut-être un troisième exemple, c'est la mise en place du code de déontologie de la presse béninoise. Je crois que c'est un tournant très important parce que quand vous voyez tout le processus qui a conduit à la mise en place de l'Observatoire des médias et à la mise en place également du code de déontologie de la presse, vous vous dites qu'on trouvera rarement des exemples dans d'autres domaines parce que ça a été un processus long qui a demandé qu'on puisse réaliser le consensus le plus large possible, qu'on puisse rassembler autour de ce test le maximum de professionnels et de gens qui ne sont pas des professionnels également autour de ce document qui aujourd'hui reste notre bréviaire et que fort heureusement les pouvoirs publics aussi ont adopté. Puisque j'ai constaté que le code de l'information et de la communication qui est entré en vigueur depuis 2015, je crois, a repris une bonne partie de notre code de déontologie de la presse. Et une institution comme la HAC n'utilise que notre code de déontologie lorsqu'il s'agit d'apprécier les règles professionnelles. Donc la mise en place de l'Observatoire et du code de déontologie, ces 2 événements constituent un tournant important dans la vie de notre presse. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'avant de finir, je vais convier tous les confrères débutants ou ceux qui sont encore dans la corporation
à rester collé à ce texte qui, de mon point de vue, quand même, contient, à une exception ou quelques exceptions près, tous les ingrédients dont on a besoin pour faire du bon journalisme. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment la mémoire de notre profession. Et on ne peut pas parler avec François Kofi Aoudo sans parler justement de l'ODEM. C'est ce point que nous allons développer dans les minutes à venir pour voir aujourd'hui quel est votre regard de la pratique professionnelle de la jeunesse. Je l'ai rappelé, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous de partage. Nous avons déjà une clé, l'excellence, la compétence. Il en a parlé. Il vient de parler de l'humilité, donc de ce doyen qui a animé les échos du jour. Ce sont des éléments donc, que la jeune génération peut déjà retenir comme partage dans son discours. Alors, quel est votre regard aujourd'hui de la pratique professionnelle de cette jeunesse? Bon, je vais peut-être, pour ne rien exagérer, constater qu'il y a beaucoup de dérives. Je ne dirais pas qu'en mon temps et que bien avant moi, il n'y a pas eu de dérives. Ce serait faire preuve de malhonnêteté que de ne pas le reconnaître. Donc, je constate qu'il y a beaucoup de dérives aujourd'hui. Et lorsqu'on considère les médias qui ne se limitent plus aux médias traditionnels que nous connaissions, la télévision, la radio, les journaux, puisqu'il y a les nouveaux médias aujourd'hui où malheureusement tout le monde fait de l'information, tout le monde envoie des messages qu'on considère comme des informations aussi. Ce qui a changé, puisque je disais qu'en mon temps aussi, il existait des dérives, mais dans une certaine proportion qui n'a pas atteint des limites que j'observe de temps en temps aujourd'hui. Mais la grande différence par rapport à mon époque, c'est que lorsqu'il y avait des dérives, on vous arrêtait tout de suite. Lorsque vous reprenez un peu les archives de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, vous vous rendez compte qu'à l'époque, les dérives existaient, mais lorsque vous commettiez une dérive, c'est qu'on vous sanctionnait immédiatement. La sanction peut être morale, la sanction peut aller au-delà du volet moral, puisque des journaux aussi étaient sanctionnés. Je vais peut-être vous rappeler que lorsque l'ODEM a démarré ses travaux, au départ, la sanction n'était que morale. C'est-à-dire, pour un professionnel vraiment consciencieux, lorsque vos pairs se rassemblent pour dire que vous avez mal fait votre travail, cela devrait vous faire plus honte que si un tribunal vous condamne, normalement. Mais tous les confrères n'avaient pas la même sensibilité par rapport à ce volet du journalisme. Alors, il fallait trouver d'autres formules. C'est ainsi que le critère déontologie a été retenu lors de l'attribution de l'aide de l'État à la presse privée. Et je me souviens qu'il fallait, vous pouviez rassembler au total, parce qu'on notait les critères lorsque chaque journal, chaque radio, chaque télévision, chaîne de télévision déposait son journal pour demander la subvention de l'État. Vous pouviez, si vous remplissez tous les critères, vous pouvez réunir à peu près 240 points. Et il est arrivé un moment où nous avons décidé qu'il fallait, à chaque fois qu'un journal a été pris en flagrant délit pour violation de la déontologie, qu'on puisse défalquer 20 points sur les 240, que ce journal est susceptible, ou bien cette radio, cette chaîne de télévision est susceptible de réunir. Mais il était question de faire en sorte que cette sanction ne se limite pas simplement à l'Observatoire des médias, puisque c'est là qui parrainait cette subvention. L'ODEM avait proposé à l'époque à la HAC de tenir compte aussi des sanctions que l'ODEM prenait. La HAC avait estimé à l'époque qu'elle est une institution indépendante et qu'elle ne saurait prendre en compte les sanctions prises par l'ODEM. Je vous assure, cela avait engendré un bras de fer terrible. L'ODEM, les associations, et figurez-vous, en ce moment, il n'y avait pas encore le rassemblement que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un patronat de la presse, nous avons l'Union des professionnels des médias qui représentait. Mais à l'époque, on avait près de 5 associations pour les journalistes, près de 5 associations pour les patrons de presse. Je ne compte pas les réseaux de journalistes. Tout ce monde s'était réuni, s'était allié derrière l'ODEM pour dire, bon, s'il en est ainsi, nous cessons toute collaboration avec la... Bon, cela, c'était une sorte de bras de fer au thème duquel la HAC finalement a accepté de prendre en compte ce critère déontologique pour sanctionner les journaux aussi. Mais en nous tirant un peu plus l'oreille, puisque l'Observatoire avait proposé contre des facs 10 points, je crois, mais la HAC a décidé que c'est 20 points
qu'on défalquera. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, la différence, c'est que je vois des dérives, mais je ne vois pas la réaction qu'il devrait y avoir. Et pourquoi? Je ne saurais le dire, puisque c'est vous qui tenez le métier aujourd'hui. Je ne me suis pas éloigné du métier. Je suis tout le temps devant des journalistes, avec des confrères, ceux de ma génération, ceux qui m'ont précédé, ceux qui sont venus après. Mais il se fait que c'est vous qui êtes aux affaires. Je cherche à comprendre comme vous ce qui ne marche pas, avec tout de même un petit pincement au cœur. Oui, le principe, c'est que nous restons à éducation, comme on le sait, et très attachés aux valeurs et au respect des aînés. Et donc, on se demande aussi, à notre niveau, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les anciens de la profession ne s'impliquent pas? L'ODEM est là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un respect, comme vous le remarquez. Il n'y a pas un respect des principes. Il n'y a pas un rappel à l'ordre. On se demande qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je vais peut-être interpréter ce que j'observe. Cela peut-être peut vous paraître subjectif. Au moment où moi j'étais encore dans la presse quotidienne, vous savez, un matin je pouvais vous appeler et dire, j'ai lu Éducation ce matin, je crois que sur telle information, vous vous êtes planté complètement, vous avez fait une bêtise. Sans que vous puissiez prendre ça comme un coup de couteau que je viens de vous asséner. On en riait. Cela constituait quand même une petite pression à l'époque. En plus de cela, nous avions quelques personnes, à part les aînés que j'ai déjà cités, qui sont de notre génération, mais qui, par leur professionnalisme, étaient très respectés. Je voudrais rendre hommage sur ce point à Feu Jérôme Badou, qui était de la même génération que moi. Il n'avait qu'un an de plus que moi en termes d'âge, mais nous le respections beaucoup. Et lui, Emmanuel Adjovi, qui aujourd'hui gère le bureau de l'OIF aux Caraïbes, ainsi que Célestin Apouvor, paix à son âme, et un certain nombre de personnes, pouvaient vous appeler en dehors de tout cadre pour vous dire, de façon informelle, pour dire, ah, vous avez fait une grosse bêtise ce matin, veuillez revoir ce que vous avez fait. Et cela n'a jamais été pris comme une attaque personnelle qui pouvait dégénérer. Il nous arrivait de nous appeler pour faire pression. À des moments donnés, on vous appelle, on vous fait asseoir. Avant même la création de l'observatoire, on peut vous appeler, vous faire asseoir pour dire, écoutez, franchement, ce que vous avez fait ce matin, ça n'honore pas notre presse. Mais aujourd'hui, moi, j'observe que rien que sur les réseaux sociaux, et surtout sur des forums créés par les professionnels eux-mêmes, où on est censé discuter des questions internes à la corporation, et un espace sur lequel on estime que nous sommes en famille et que le linge sale se lave en famille, les confrères ne tolèrent pas la moindre critique, ne tolèrent pas la moindre observation. J'ai observé très souvent, moi j'ai réagi rarement sur les réseaux sociaux, mais je suis sur la plupart des forums que je cite. Mais j'ai été choqué parfois quand j'ai vu des confrères, des consoeurs qui, pour une vétille, se sont échappés comme des charbonniers, se sont froissés, se sont dit des mots, ça vole bas parfois. Bon, quand vous êtes dans ce contexte, je crois que ce dont on souffre, c'est l'humilité. Chacun reste dans sa coquille, pense bien faire, et il n'y a plus personne pour dire « Ah, je pense que telle chose n'a pas été bien faite ». Je crois que c'est ce qui manque. C'est pour cela que je dis, moi, je ne suis pas de nature à voir le mal dans une génération et le bien dans une autre forcément. Mais je crois qu'il manque cet aspect aujourd'hui à notre presse. Il faut qu'entre professionnels, qu'on puisse se regarder dans les yeux et dire « nous avons déconné ». Je vais vous dire, moi personnellement, quand j'étais à l'Observatoire des médias, il est arrivé, il y a une bataille de principes que nous faisons. Partout où on met la main sur un journaliste, c'est clair, c'est un espace de liberté qui se réduit et ça, nous réagissions comme cela se doit. Mais à des moments donnés, vous verrez qu'il est arrivé que nous puissions dire la vérité à nos confrères et publiquement quand il le faut, pour dire le comportement de tel confrère ne peut pas être soutenu parce que cela dévie, cela constitue un dérapage par rapport aux règles professionnelles. Aujourd'hui, je ne vois plus ce genre de rappel à l'ordre, ce genre d'admonestation qui devrait amener les confrères à mettre la pédale douce sur un certain nombre de points. Je crois que la différence fondamentale, c'est cela. Est-ce que vous pensez qu'il faut, je ne veux pas parler d'états généraux, il faut aller vers des assises de réconciliation ou de rappel à l'ordre, ou il faut aller peut-être à une labellisation des médias crédibles? Qu'est-ce que vous proposez comme solution avec votre expérience? Les états généraux, nous en avons déjà fait au moins 2. Et une troisième rencontre quand même que je considère comme les états généraux également. Il y en a eu en 2002, il y en a eu en 2014, il y en a eu il y a 2 ans ou 3, je ne sais plus trop également. Et je crois que le problème fondamental
qui se pose, ce n'est pas une question des États généraux forcément, mais je crois qu'on n'a pas besoin de passer par les États généraux pour se faire confiance. C'est pour cela que quand vous m'aviez posé la question tout à l'heure, de savoir quelles sont les clés, je crois que l'une des premières clés, c'est l'humilité. Et vous allez observer pourquoi ce contexte que je décris prévaut en ce moment. Un bon journaliste, par exemple, quand il écrit son papier, même si vous êtes le plus capé, le plus expérimenté, le plus ancien, vous allez voir que l'un des beaux gestes d'un journaliste, c'est de tendre son papier à son collègue à la rédaction pour dire, bon, écoute, aide-moi à lire ce papier. Je vous ai donné le cas de Jérémie Adélakon, que nous appelions papa à l'époque, parce que les cas d'argent, lui et nous, c'était le jour et la nuit. Non seulement cela, il fut enseignant jusqu'à sa retraite. Et quand on dit enseignant à l'époque, c'était vraiment un enseignant. Et c'est quelqu'un, quand il parle, ou bien il écrit un papier, il place un mot quelque part, vous avez du mal à trouver un synonyme pour le remplacer. Cependant, quelqu'un comme celui-là me faisait lire ses papiers en tant que secrétaire de rédaction que j'étais à l'époque, il me faisait lire ses papiers. Je me dis, mais c'est un piège ou quoi? Et feu Maurice Chabi, qui a travaillé au journal La Nation et Ouzoul, La Nation avant de venir dans le privé. Il était le directeur de publication du journal que j'évoquais tout à l'heure, Les Échos du jour. On peut tout reprocher à Maurice Chabi, sauf à dire qu'il ne sait pas manier la langue de Molière. Ça, c'est clair. Mais il me faisait lire ses papiers comme il faisait lire ses papiers à quelqu'un comme Edouard Loco, Michel Tchanou et autres. Voilà comment cela fonctionne, le journalisme. Et lorsque vous fonctionnez de cette manière, vous êtes humble à ce degré-là, vous n'avez pas besoin de passer par les États généraux pour vous faire confiance. Le vrai problème, c'est de pouvoir accepter lorsqu'un confrère, lorsque une dame qui est votre collègue dans la presse vous appelle un matin pour dire « Je viens de vous écouter sur la radio. Ce que je viens d'entendre là, ce n'est pas bien. Vous avez fait une erreur. » Ou bien simplement vous dire vous êtes à la radio, à la télévision, vous finissez le journal, vous appelle pour dire « Vous venez de faire un lapsus. » À la radio ou à la télé, on devrait le prendre sportivement. Et si on était encore en mesure de le rectifier, le faire. D'ailleurs, l'un des aspects de l'un des principes de notre déontologie impose aux journalistes de se rattraper chaque fois qu'il se rend compte qu'il a commis une erreur. Faire une erreur et de corriger cette erreur est une valeur en matière de journalisme. Donc le problème fondamental, je crois, je peux me tromper, c'est le manque d'humilité. Si déjà au niveau des rédactions, nous commençons par faire lire, moi, les collègues que vous êtes devant moi, je ne sais pas s'ils sont sortis de l'Institut ou pas, si on se retrouvait dans la même rédaction, je n'aurais aucun complexe à leur faire lire mes papiers. Parce qu'ils peuvent toujours m'aider à rattraper une coquille, ils peuvent toujours m'aider à trouver un meilleur titre que je n'en ai trouvé quand j'ai fait le travail moi-même. Lorsque vous commencez par là, vous allez vous rendre compte que vous ne devriez avoir aucune gêne qu'on vous appelle pour dire que vous avez fait une erreur. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi l'implication du politique qui amène des confrères à dire des choses sur les antennes qui sont peut-être commandées ou commanditées par un certain pouvoir ou une certaine opposition? Les politiques ont toujours existé à côté de la presse. Et la presse a toujours couvert de l'information, les événements, les faits politiques. Le Bénin, nous sommes en période électorale en ce moment. Je ne voudrais pas me mettre à faire le décompte du nombre d'élections qu'on a déjà organisées au Bénin, tout au moins depuis 1990. C'est toute une liste. Et à toutes ces étapes-là, les médias ont couvert les élections. En dehors des périodes électorales, ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Cela veut dire que de tout temps, les journaux, les radios, les chaînes de télévision, les nouveaux médias couvrent l'actualité politique. Tout dépend de la manière dont vous couvrez cette actualité politique. Et je vous ai dit, je le répète, qu'en mon temps, il existait des dérives dans une certaine proportion. Mais quand ces dérives existaient, c'est qu'immédiatement, il y a toujours quelqu'un qui vous appelle, ou bien c'est l'Observatoire de la déontologie qui s'auto-saisit de cette dérive qui attire votre attention sur ce qui se fait. À la limite, il n'y a aucun mal. Au demeurant, il n'y a aucun mal à ce que les médias couvrent des manifestations politiques ou bien des faits politiques. Et même de signer des contrats politiques avec des partis politiques ou des candidats. Il n'y a aucun mal à cela. C'est permis au plan déontologique. Le problème se pose dès lors que vous signez ce contrat et qu'au moment de faire le travail, vous n'annoncez pas l'attention du public, de votre auditoire, qu'il s'agit d'un travail payé. C'est là que nous quittons. Vous savez, accepter de travailler pour les politiques, par exemple, nous sommes en période électorale, accepter de faire l'image, enfin, de publier un article ou bien un test
qui arrange l'image d'un homme politique, cela ne pose aucun problème si votre rédaction signe un contrat en bonne et due forme. C'est une question d'éthique de dire non, nous ne pouvons pas publier ce papier chez nous parce que cet homme politique ne reflète pas l'image de ce qu'il nous remet. Ça, c'est un problème politique, un problème purement éthique. Mais dès lors que vous signez un contrat avec, vous acceptez de signer le contrat et qu'au moment de publier cette information, vous ne signalez pas à l'attention de votre auditoire qu'il s'agit d'un travail payé, nous ne sommes plus sur le terrain de l'éthique. On est sur le terrain de la déontologie. Vous violez à partir de ce seuil-là les principes de la déontologie. Donc, les médias ont toujours couvert l'actualité politique, mais de quelle manière faut-il couvrir l'actualité politique? Une fois encore, les clés sont dans notre code de déontologie de la presse. Soit dit en passant, que personne ne nous a imposé. Ce code a été initié, son test a été initié par la corporation elle-même. Lorsque l'ODEM a fait élaborer l'avant-projet de test de ce code, l'ODEM, l'Observatoire l'a soumis à l'ensemble de la corporation à l'époque, a même demandé à toute personne qui n'est même pas journaliste de se prononcer sur le contenu de ce code afin de l'améliorer. Et ce n'est qu'après cela qu'on est allé à la validation et après son adoption en Assemblée générale, on a envoyé une équipe qui a sillonné tout le Bénin. Les journalistes, tous les journalistes de l'époque ont signé le code. Tous les patrons de presse de l'époque ont signé le code. Toutes les associations de journalistes de l'époque ont signé le code. Donc c'est un document que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Et par rapport à cela, nous ne devrions pas traîner les pas ou bien nous ne devrions pas avoir une certaine gêne à appliquer son contenu. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais il faut s'y appliquer au quotidien. Merci beaucoup. Question d'humilité. Nous sommes, chers confrères, conviés à davantage d'humilité pour venir à bout de ce mal qui ronge donc notre profession. Mesdames et messieurs, les rencontres intergénérationnelles des médias, c'est également une causerie débat. Et le thème de ce jour, c'est évidemment les médias face à la question de la violence. Vous aurez tout à l'heure l'opportunité de prendre la parole parce que c'est un moment de partage et d'échange, on l'a dit. Mais nous allons laisser la parole à l'invité pour nous dire aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'ensemble des violences qui marquent notre société, l'ensemble, quand je dis violence, c'est violence dans toutes ses formes, violence contre les enfants, violence contre les femmes, aujourd'hui violence avec le djihadisme, etc. Quelle devrait être la position de la presse? Comment est-ce que le journaliste peut aujourd'hui travailler à éradiquer ce contexte de violence qui s'installe malheureusement dans notre pays? Vous avez totalement raison de dire que, et je fais le même constat que vous, aujourd'hui il est peut-être rare de suivre une chaîne de télévision, de suivre l'ensemble des chaînes de télévision à votre portée, les stations de radiodiffusion, de lire les journaux, de lire les médias sociaux et autres, et de ne pas avoir des indices de violence. Quand ce n'est pas quelqu'un qui a été attaqué au couteau, c'est un forcené qui s'empare de son âme et qui abat de simples citoyens qui passent paisiblement dans la rue. C'est quelqu'un qui se permet de bastonner un enfant comme si cet enfant n'a pas une sensibilité, n'a pas une peau, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, la violence, je ne voudrais même pas ajouter le terrorisme sur lequel nous nous entendons tous. Face à un contexte comme celui-là, n'oublions pas que la violence se joue beaucoup plus dans le traitement qu'on en fait, en réalité. Je ne voudrais pas du tout jeter la pierre aux médias. Je suis des vôtres et je reste des vôtres. Je ne voudrais pas jeter la pierre aux médias. On ne peut pas non plus interdire aux médias de couvrir l'actualité, même si la violence y est. En plus, je voudrais ajouter ceci. Il ne faudrait pas qu'on exagère l'influence des médias sur l'opinion. Il y a pas mal d'études qui démontrent que le pouvoir qu'on prête à la presse, en l'appelant quatrième pouvoir, a ses limites à bien des égards. Je ne vous apprends rien sur ce plan. Mais attention, les médias peuvent nous permettre d'atténuer ou d'aggraver la violence dans une société. C'est tout le problème à ce niveau. Le traitement qu'on fait de la violence peut contribuer à l'aggraver ou à atténuer la violence dans notre société.
c'est le professeur Roger Gbeyombi, que vous connaissez peut-être, que certains connaissent dans la salle peut-être, qui n'est jamais en retard d'un humour. C'est lui qui disait un jour, il y a quelques dizaines d'années, qu'on faisait un débat sur le plan politique, et quelqu'un dit non, Dieu aime le Bénin. Et il dit non, Dieu aimait le Rwanda aussi, jusqu'au jour où les enfants sont arrivés à jouer au petit camp avec des crânes humains. C'est-à-dire, et c'est une image forte de ce que la presse doit éviter. À force d'étaler la violence tout le temps, que ce soit en images, en la décrivant, en écrivant sur la violence, et en ne faisant pas attention aux mots qu'on choisit, on finira par nous accoutumer, on finira par accoutumer la société à la violence. Et lorsque vous êtes accoutumé à la violence, vous ne voyez même plus qu'il s'agit d'un mal qu'on fait. Et c'est ce que cette image-là m'inspire. À savoir, vous savez, il dit, quand les enfants en arrivent à jouer au petit camp avec des crânes humains dans la rue, c'est que pour eux autres, la mort ne signifie plus rien. Ces enfants, ce serait très facile de les enrôler comme enfants soldats et autres. Et c'est le rôle que la presse doit éviter de jouer ça. Quand je prends le cas extrême du terrorisme, vous savez, le terrorisme n'a aucune existence dans les médias. Et quand vous observez comment cela fonctionne, à savoir que quand les gens posent des actes de violence qu'ils considèrent comme leur au fait d'armes, vous allez voir qu'ils s'empressent d'envoyer ces images. Et les médias, en tout cas une bonne partie des médias, je ne parle pas forcément des médias béninois, se permettent de relayer mécaniquement des images de violence. Moi, j'ai déjà vu en ligne qu'on égorge des êtres humains. Je ne sais pas si vous avez vu les images insoutenables de ce genre, j'en ai vu. On les a alignés, on a créé une fosse commune, on les fait asseoir, et un à un, on les fait asseoir au bord de la fosse, on les égorge, comme on peut égorger des moutons le jour de la Tabaski, et vous voyez des êtres humains qui se débattent comme cela. Lorsque on s'habitue à servir des images de ce genre à la société, vous finirez par habituer la société à la violence. Et lorsqu'on s'habitue à cela, on ne fait plus attention. Et cela peut contribuer à cristalliser la violence dans la société. Il fut un temps où, quand il y avait un accident dans la rue, vous verrez que tout le monde s'arrête automatiquement. Parce que ça choque. Des choses que moi j'ai vues quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Quand il y a un accident quelque part, vous verrez que tout le monde s'arrête. Et la première préoccupation, c'est comment venir au secours des blessés et autres, soit en appelant les sapeurs-pompiers, en appelant ci, en appelant ça. Mais, comme moi, vous avez dû voir qu'il y a eu des accidents où des personnes gisent à même le sol dans leur sang, et au lieu d'avoir le réflexe d'appeler les sapeurs-pompiers, les gens prennent leur smartphone et font un tournage comme s'il s'agissait d'un film à envoyer en ligne. Vous voyez, à force d'habituer les gens aux images, à la description peut-être sanglante de la violence, on peut finir par habituer la société à la violence, et je crois que la presse n'a pas ce rôle à jouer. Le rôle de la presse, c'est de faire en sorte que la violence, même quand elle existe, qu'elle soit atténuée dans notre société. Mais je dois ajouter, ou plutôt rappeler, que je ne jette pas la pierre à la presse. La presse a le droit, la presse a le devoir de couvrir des faits de violence. Tout se joue dans la manière dont cette couverture médiatique se fait. Et d'ailleurs, quand vous prenez notre code de déontologie, vous allez vous rendre compte. Je vous renvoie simplement aux articles 10 qui nous interdit de faire l'apologie du crime, par exemple, de prendre l'article 16 qui interdit la publication d'images macabres et autres, et peut-être de l'article 2 qui nous appelle à faire preuve de responsabilité en tant que journaliste. Et le troisième point de cet article, nous devrions tous l'afficher au fronton de nos rédactions, à savoir les informations susceptibles de mettre en péril la société doivent être traitées avec circonspection par le journaliste. À défaut, si vous estimez que c'est le cas, de ne pas y toucher carrément. Voilà quelques éléments que je voudrais partager avec vous, sinon les médias ne peuvent pas rester à l'écart, ne pas fermer les yeux sur des faits de violence, mais la manière dont nous les traitons, sans oublier qu'à part cristalliser la violence dans la société, si on avait prévu un dispositif pour faire une projection, moi j'ai des images ici, je ne sais pas s'il y a 2 personnes parmi vous qui sont capables de regarder ces images, je les ai sur ma tablette ici, que j'utilise parfois pour faire des cours.
Et je me souviens qu'en quittant les Échos du jour en tant que secrétaire de rédaction, l'une des images qui me sont restées, je me souviens, il y a eu un accident sur la route de Porto Novo, à Djirégbé, non loin du domicile du professeur Albert Evoidre. Là, on appelle, il y avait un petit table là, un Iroquois auquel on attribuait des pouvoirs mystiques à l'époque. Et je me souviens qu'un 31 décembre, il y a eu un accident à cet endroit précis. Et le lendemain, un confrère photographe m'apporte les images qu'il a pu prendre sur les lieux. Je vous assure, pour ramasser les corps le jour-là, il a fallu trouver l'insecticide là, pour chasser les mouches. Et quand vous voyez la voiture elle-même, ce qu'il en restait, quand vous rassemblez la ferraille, ça ne dépasse pas le volume de cette chaise. Pour que vous puissiez voir la violence de ce qu'il s'est passé. De toute façon, quand moi j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu les premières images, je l'ai refermée, je n'ai plus touché à cette enveloppe avant de quitter cette rédaction. Donc, on peut toujours traiter des images, traiter des informations concernant la violence, mais de grâce, évitons la course effrénée au sensationnel et autres, et vous verrez qu'à tête reposée, on a quand même quelques outils, quelques recettes dans le code de déontologie de la presse pour traiter les informations relatives à la violence. Voilà ce que je peux dire. Alors, une petite question avant de laisser la parole à ce charmant public qui vous écoute depuis le début de ce plateau. Est-ce qu'au-delà de faire preuve de responsabilité dans le traitement donc, de la violence, est-ce qu'il y a des actions, est-ce qu'on peut couvrir, on peut construire un vivre ensemble meilleur à travers la presse? Et ce sera à travers des émissions, qu'est-ce peut être justement l'attitude du journaliste? Si vous reprenez les anciennes décisions de l'Observatoire des médias, vous verrez qu'il y a eu un certain nombre de décisions qui se rapportent à ce souci que tout journaliste doit avoir, à savoir contribuer à améliorer notre vivre ensemble. Le journaliste n'est pas quelqu'un qui vit en dehors de la société, il est membre de la société aussi. Et je sais que comme tout être humain, le journaliste aspire à une vie paisible et nul ne peut être heureux seul. Si vous voulez être heureux, c'est que vous êtes d'accord que tout votre entourage aussi partage ce bonheur avec vous. C'est pour cela que une des règles du journalisme nous prescrit ceci. Et la loi également, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ou alors, toute vérité n'est pas bonne à dire à tout moment. Il y a des vérités que vous pouvez dire parce que le contexte s'y prête. Il y a des vérités que vous ne pouvez pas dire parce que vous estimez que pour le moment, si vous donnez cette vérité, ça peut enflammer la société. Et il y en a d'autres que vous ne pouvez pas du tout diffuser parce que vous estimez que c'est trop sensible et cela pourrait nuire à notre vivre ensemble. Donc, c'est à vous-même, de votre libre arbitre. Et en discussion avec les responsables de votre rédaction, que vous faites ce choix délibéré, interne à la rédaction, de ne pas publier telle information parce que cette information peut créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Parce que ce n'est pas parce que nous voulons diffuser des informations qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, c'est très important cet aspect-là. Merci beaucoup. Merci d'applaudir très très fort cet invité qui a parcouru donc de long à large, non seulement son parcours, vous le connaissez désormais, vous avez des clés pour conduire ou construire un parcours professionnel. Et là, la rime, c'est aussi vous, chers invités. On a dit moment de partage, moment d'échange. J'ai vu dans cette salle Romuald Advisor, il est journaliste international. Nous allons lui donner la parole. Qu'est-ce que vous pensez, les médias face à la violence? Voilà, nous avons Kofi François Aoudou. Vous connaissez l'homme. Est-ce que vous avez un témoignage sur lui? La parole est à vous. Merci. Merci à vous. Je remercie déjà mon cher René, François Kofi Aoudou, qui a accepté de se prêter à nos questions ce matin. C'est pas facile, c'est un exercice pas toujours facile à accepter par les aînés. Aujourd'hui, je suis porté de vous poser une seule question. Est-ce que vous avez le pressentiment que les jeunesses béninois ont les armes nécessaires pour parler de la violence, pour faire des reportages sur l'extrémisme violent? Merci. Merci beaucoup. Autre intervenant? C'est heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous. J'ai deux questions pour vous. La première,
je voudrais réfléchir à haute voix avec vous de la manière dont le passage de témoins s'est passé entre ce que je peux appeler l'ancienne génération et celle qui l'a suivi aussitôt. Pour qu'on en soit aujourd'hui à une presse complètement divisée, à l'UPMB, il y a une crise, à l'ODEM, il y a une crise, au CNPA, il y a une crise. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et je voudrais vous demander, du haut de votre expérience, quelle lecture vous faites de la situation actuelle de la presse béninoise? Ça, c'est ma première question. La deuxième question que je voulais vous poser et qui s'apparente un peu à celle du doyen Romuald Vissot, c'est de savoir si aujourd'hui la presse béninoise est apte à accompagner le pays dans la promotion de la paix face à la violence qui est en train de s'installer un peu partout dans le monde. Parce que nous avons des expériences à côté de nous, le Niger, le Burkina Faso et ainsi de suite, et nous voyons comment les gens réagissent. Quelle est la résilience qui a été développée dans chacune de ces situations-là? Est-ce que dans notre contexte actuel, vous pensez que nous pourrons apporter quelque chose à ce pays pour l'aider à se relever si véritablement la violence s'installe chez nous? Je vous remercie. Oui, je vais essayer de répondre à ces questions-là. D'abord, la première, c'est est-ce que les journalistes béninois sont outillés pour traiter de l'extrémisme violent? Le premier préalable, nul n'est assez outillé pour traiter de l'extrémisme violent, nulle part. Je voudrais discuter avec celui qui peut me dire qu'il est assez outillé, à commencer par moi-même. Celui qui peut me dire qu'il est assez outillé pour traiter de l'extrémisme violent, je crois qu'il aurait un peu exagéré, simplement parce que nul n'a encore cerné tous les contours de ce qu'on appelle l'extrémisme violent aujourd'hui. Cela présente des visages divers que nous n'appréhendons pas encore complètement. Cela dit, je voudrais faire appel à deux notions essentielles, à savoir, depuis quelques années, je suis un débat entre les élus locaux et les forces de défense et de sécurité. Personnellement, j'ai été associé plusieurs fois à des formations sur ce plan, à savoir ce qu'ils appellent la coproduction de la sécurité. Cela suppose quoi? Que les forces de défense et de sécurité, je ne suis pas leur porte-parole ici, ne peuvent pas réussir leur mission, je les défie, si la presse ne les accompagne. Et lorsqu'on évoque le mot coproduction, il ne s'agit pas pour les citoyens de prendre des armes, non. Mais il s'agit pour eux, pour ce qui concerne tous citoyens, c'est de pouvoir déjà faire remonter l'information vers les élus locaux, quitte à ce que les élus locaux, à leur tour, puissent faire remonter cette information là où cela devrait aller. Mais pour ce qui concerne la presse, face à l'extrémisme violent, nous avons une attitude première à avoir, l'attitude de citoyen. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Quand on évoque la citoyenneté, cela ne se rapporte pas à un pays. Vous savez, lorsque je dis les citoyens de ce pays, on a tendance à penser que les citoyens, ce sont ceux qui ont la nationalité béninoise. Si vous êtes nigérien, vous êtes canadien, vous êtes sur le territoire béninois, vous êtes un citoyen. Simplement parce que la citoyenneté signifie que vous vous sentez appartenir à une société dont le bien-être vous concerne. Et si nous sommes d'accord par rapport à ce raisonnement, chaque fois que nous prenons la plume, chaque fois que nous employons notre micro, chaque fois que nous prenons la caméra, nous voulons travailler, nous devons nous poser cette question. Ce que je veux faire là, l'information que je donne, concourra-t-elle à aider à instaurer la paix? Contribuera-t-elle à renforcer notre vivre ensemble, ou alors contribuera-t-elle à renforcer les terroristes? Je vous donne un exemple peut-être qui peut vous paraître simpliste ou bien anecdotique. Lorsque, au cours d'une attaque, vous voyez qu'un policier, un gendarme, ou bien, pardon, nous n'avons plus de gendarmerie, la fusion a eu lieu, un policier ou bien un militaire a été abattu par des assaillants. Lorsque vous affichez l'image, de façon crue, dès le lendemain, soit dans les colonnes de votre journal, soit vous en parlez en ces thèmes sur les antennes de votre radio, ou bien vous montrez les images à la télé, en vous permettant même de zoomer sur les images, ou alors à la radio d'appeler le nom de la personne qui a été abattue. Qu'attendez-vous de ses collègues?
est-ce que vous les invitez à détaler pour ne pas connaître le même sort, ou alors votre rôle devrait être de traiter cette information de sorte à ne pas atteindre les forces de défense et de sécurité, atteindre leur morale dans le travail qu'ils font. C'est aussi simple que ça. Et par rapport à cet aspect précis, je crois que c'est un travail de longue haleine. Je ne pense pas que quelqu'un soit outillé aujourd'hui, en tout cas pas suffisamment. Certains sont mieux outillés que d'autres pour pouvoir couvrir l'extrémisme violent. Mais la première des choses que nous devons nous mettre en tête, c'est d'abord cela. Si je me considère comme citoyen du Bénin, simplement parce que je vis sur le territoire béninois, moi, je crois que la citoyenneté n'est pas liée à la nationalité. De sorte que si j'étais au Canada, si j'étais au Nigeria ou bien au Niger, dès que je suis sur ce territoire, je me considère comme citoyen de ce pays parce que, à partir du moment où je suis là, ma sécurité dépend de la sécurité de ce milieu-là. Et lorsque nous raisonnons de cette manière, nous allons laisser de côté le sensationnel. Parce que, en fait, qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous déplorons souvent en matière d'extrémisme violent ou bien en matière de violence en général? C'est la recherche du sensationnel. Je ne sais pas si vous faites un peu attention à un phénomène qui... Parce que dans la presse, je dis toujours quelque chose à mes étudiants. Dès lors que vous mettez le pied dans un amphi de journalisme, vous ne pouvez plus lire les journaux comme votre papa, comme votre maman, ou bien comme votre cousine, votre frère, qui n'a jamais été journaliste, même s'il est un haut cadre de l'administration. Vous ne pouvez plus porter le même regard en lisant la presse. Vous ne pouvez plus écouter la radio avec la même oreille, parce que vous écoutez ça avec une oreille de professionnel. Vous regardez la télé avec des yeux de professionnel. Mais dites-moi, combien de fois avez-vous vu que dans d'autres pays, notamment ceux dont nous avons hérité ce métier, ce passionnant métier de journalisme, combien de fois avez-vous vu qu'il y a eu un accident et qu'on étale dans les colonnes d'un journal ou bien à la télévision les images où un camion a écrasé un être humain, par exemple? Vous ne verrez jamais ça. Tout au plus, les sapeurs-pompiers ou bien ceux qui devraient s'en charger sont déjà là ou ont couvert la dépouille, ou alors la dépouille a déjà même été emportée. Je crois qu'il y a des moments où la scène, quand on a déjà retiré les victimes, la scène à elle-même suffit pour rendre compte de la violence de ce qui s'est passé. Donc on n'a pas besoin forcément, mais je ne sais qu'est-ce qu'on gagne à vouloir forcément montrer du sang, à vouloir forcément donner le nom de la victime sur les lieux. Peut-être à un moment où ses parents ne savent même pas encore qu'un malheur est arrivé à un des leurs. Donc, par rapport à cela, voilà ce que je vais vous répondre. Et c'est pour cela que je crois, aussi bien Éducation que toutes les entités qui s'en chargent, il faut multiplier les formations en cette matière. Même ceux qui sont déjà plus outillés que d'autres, ils ont besoin de temps en temps de piqûres de rappel. C'est pourquoi il dit que c'est un travail de longue haleine. Voilà ce que je peux répondre, mon appréciation par rapport à la question. Et j'ai répondu au deuxième pan de la question de Mathieu. Maintenant, il demande pourquoi il y a cette césure. Je vais vous parler en toute sincérité. Je suis d'une génération, et notamment d'un groupe, vous avez vu, c'était tout à l'heure, dans l'élément qui a été passé, Michel Tchanou, un certain homme, Jérôme Badou n'est plus aujourd'hui, Célestin Akovo n'est plus, ainsi de suite. Nous avions formé un groupe de telle sorte que je vais vous livrer un vrai secret aujourd'hui. À l'époque, vous ne pouvez pas prendre la tête d'une association lorsqu'on ne s'est pas assuré que vous avez les armes, vous disposez de la capacité de diriger cette association. Ce n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple. La première fois que moi, je devais entrer dans les associations des médias, j'étais allé à l'Assemblée générale. À l'époque, c'était l'Union des journalistes de la presse privée. Et on est allé à l'Assemblée générale, le bilan moral, le bilan financier, tout a été fait. Et quelques instants avant les élections, c'est le collègue dont il vient de donner le nom, Emmanuel Adjovi, qui dirige désormais le bureau de l'OIF aux Caraïbes, qui s'est rapproché de moi pour dire « François, c'est toi qu'on a choisi comme le prochain secrétaire à la formation de l'IJBB. » J'ai dit « Pourquoi ?» Il dit « Ben, c'est fait, il ne faut pas y revenir. » Donc cela m'est tombé dessus. Après, il m'explique, c'est parce qu'on sait quelle est ta capacité à pouvoir nous élaborer des projets de formation, quitte à ce que tout le monde l'améliore. Il y a eu bien d'autres cas où, franchement, je n'ai aucun maladie, vous êtes cooptés pour y aller. Et ceux qui estiment que vous avez les capacités de jouer ce rôle, quand vous y allez, ils vous observent. De sorte que quand vous déconnez, vous voyez qu'ils sont les premiers, ce n'est même pas l'ensemble de la corporation, ils sont les premiers à taper du poing sur la table pour dire non, tu ne peux pas aller dans telle direction.
Je ne sais pas si vous voyez. Mais il se fait qu'à une certaine époque, à un certain moment, cela continue d'ailleurs, Romial Lobo est dans la salle. Je m'étais retrouvé une fois avec lui dans une formation à Ouida, il y a quelques mois, où ce débat a eu lieu. Mais rapidement, les gens ont vu cette pratique comme de la mafia. C'est-à-dire, c'est une mafia qui empêche les gens d'exprimer leurs ambitions. Je trouve que je ne peux pas jeter la pierre à ceux qui ont réfléchi de cette manière. Parce qu'en matière de démocratie, on laisse chacun faire son libre choix. Mais cela fait que entre générations, il n'y a pas eu ce qu'on peut considérer comme un passage de main. Nous, en notre temps, nous n'avions aucun mal à aller chercher quelqu'un comme Noël Alagbada, que vous connaissez peut-être, pour dire, doyen, il y a tel problème, et on le convie à venir discuter avec nous. Ou tantôt, c'est Benyan Saint-Thomas, à l'époque, à lui, on peut faire appel. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est une question importante qu'on peut se poser. Je crois qu'avoir des ambitions, c'est tout à fait légitime. Mais lorsque les gens ont les ambitions, il faut mettre toutes les ambitions sur la table et voir qui pèse quoi. Et ne pas voir simplement parce qu'il est mon ami, bon, c'est lui qui va prendre la tête parce que quand il est là, bon, je crois que j'ai un des miens. Ça devient un jeu purement politique. Or, ce dont il est question ici n'est pas que de la politique. Même si je le connais par ailleurs, que obtenir un mandat d'un certain nombre de mandats est un jeu politique. Mais voilà, je vous livre ce que je ne considère pas comme une magie. Mais voilà la manière dont nous avions procédé à l'époque. Je vais vous donner un autre exemple. Il est encore vivant, vous pouvez lui poser la question. Le doyen Noël Alagbada, il n'a jamais demandé à aller à la HAC. Il était tranquille. Et je me souviens, cette discussion a eu lieu dans les bureaux de Jérôme Badou à Guincomen. Et les gens ont dit, bon, par rapport à la prochaine mandature de la HAC, nous allons faire appel au doyen. Ce n'est pas les ambitions qui manquaient à notre sein. Nous allons faire appel au doyen Noël Alagbada. Et lorsque la décision a été prise, certains, dont Jérôme Badou, Emmanuel Adjovi, on a dit, portez-lui l'information. Quand ils l'ont contacté, il dit, ah, c'est ce que moi, un des doyens, nous avons décidé, on n'en discute pas. Est-ce que c'est de la mafia? Je vous pose la question, je n'ai pas la réponse, mais je vous pose la question. Comment en sommes-nous arrivés aujourd'hui au fait que, pour jouer le même rôle, ce n'est pas à moi de vous rappeler tout ce qui se passe derrière. Voilà, par rapport au fait que vous avez observé une sorte de césure entre les générations. Voilà ce qui avait marché. Ce n'était pas de la magie, mais voilà à peu près la pratique qui a permis de le faire. De sorte que, lorsque vous voyez que les gens commencent par prendre une posture qui ressemble à une dérive, à un dérapage, il y a toujours des gens qui vous demandent de mettre la pédale douce en même temps. Voilà ce que je peux vous répondre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, oui. Carlos Kitome, Esaïe TV. Ah, ok. Allez-y. Bonjour, doyen. J'ai deux petites questions. Je m'appelle Cyprien Locosso de la Radio Nationale. Okay. La première, c'est, vous avez dit, il faut faire lire un papier. Oui. C'est vrai que c'est une pratique au niveau de toutes les rédactions. Comment cela se fait? Là, je m'adresse à l'enseignant ou à celui qui peut partager de telles connaissances. L'autre question, elle est relative... Je n'ai pas bien compris la question. Comment faire lire un papier? Celui qui veut faire lire, comment on le fait lire, ce papier-là? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est juste la forme? Comment ça se fait véritablement? D'accord. La deuxième question est liée un peu au thème de ce matin. Oui. J'ai eu à travailler avec une dame qui est journaliste, mais spécifiquement sur des questions de guerre. Mais vous dites qu'on n'est pas assez outillé pour ne pas savoir, pour éviter certains mots, en fait, quand on est en situation de traiter une information de violence. Pour faire des chroniques judiciaires, on apprend le jargon, on apprend les termes. Et pour les reportages liés à des violences, je pense qu'il faut également des formations dans ce sens-là pour trouver les mots justes, pour éviter les images que vous déconseillez tout à l'heure. Alors, en la matière, quel type de formation? Comment l'apprendre pour ne pas tomber dans ce que nous recommandons? Ok, je suis Carles Kitome, je suis de Zawe TV. Je vais commencer par rendre hommage au grand frère François Aoudo. Et il fait partie de ces personnes que moi je respecte dans la presse béninoise. Parce que la plupart je ne les respecte pas. Il m'a beaucoup inspiré. Il m'a apporté beaucoup de choses et je peux témoigner que il y a de cela 2 ans, quand nous avions postulé pour faire des dossiers sur l'investigation,
Il fait partie des gens qui nous ont coachés. Et je témoignage. Moi, j'avais postulé dans la catégorie télévision, mais lui, il avait coaché ceux qui étaient en presse écrite. Mais jusqu'à la fin du processus, j'ai envié ceux qui étaient avec lui. Parce que j'ai vu son accompagnement, il était prêt à répondre à toutes les questions, il fallait de solliciter. Mais nous étions les orphelins, nous n'avions trouvé personne pour nous répondre. Et quand il fallait nous aider, il dit, ben, c'est une compétition, si je me mets à t'aider, et ce serait comme touché. Mais grâce à Dieu, moi j'ai eu le prix. Quand j'ai eu ce prix, je n'ai pensé qu'à lui. Parce que je me rappelle que j'avais lu son enquête sur les rançonnements routiers à Cotonou. Et cette enquête, je l'ai lu jusqu'à ce jour. Et quand je travaillais avec les étudiants, je leur ai dit, allez lire ça. Ça paraît si simple, mais c'est si profond. C'est tellement profond que je dis, il suffit de lire ça pour savoir que c'est pas compliqué ce qu'on veut faire, il suffit de bien observer. Et je profite de lui pour faire hommage à quelqu'un d'autre qui est Charles Sounon, qui a fait le journal Le Soleil, qui n'est plus sur Cotonou aujourd'hui. Et je le dis parce que quand je venais d'entrer dans la presse, j'avais à peine 6 mois. Il y avait une compétition, il m'a dit, il faut postuler. Il m'avait coaché, j'avais gagné le premier prix également. Et c'est que, avec une certaine facilité, ils ont su me donner ce que je n'avais pas et que je souhaiterais que tous les jeunes puissent avoir. Et donc, je sais que leur porte reste ouverte, il faudrait y aller. Mais je voudrais soulever un problème par rapport aux générations. J'aime la posture de M. Aoudo, je la respecte, mais ce n'est pas pareil pour tous ses congénères. Si nous avons des problèmes aujourd'hui dans la presse, ce n'est pas sans eux. S'il y a beaucoup de journaux, c'est parce qu'on était trop mal payés. Quand le patron pouvait changer de voiture tous les 6 mois, mais nous on peinait à avoir 30, 40 000 le mois. Et c'est pour ça que plusieurs, bon, Vital, tu as du domaine, c'est pour ça que plusieurs ont préféré créer l'organe pour essayer d'aller eux aussi, aller se servir à la sauce. Et la maison où nous sommes, quand moi je viens ici, je pleure. Cette maison a été acquise dans des conditions, que nous n'allons, qui font pleurer. Et quand on sait ceux qui étaient à la commande quand ça a été fait, je dis c'est triste. Et aujourd'hui, les gens qui ont été puissants hier dans la presse ne le sont peut-être plus visiblement, mais continuent de l'être et d'influencer sérieusement. Si nous avons eu 3 candidatures à l'UPMB, ce n'est pas que nous, hein. Ils étaient derrière. Je les ai vus assis avec leur téléphone, ils envoient de l'argent, ils ont tout fait. Tout le désordre qui a été produit ici a été du fait de certains aînés. Je ne vais pas les citer, mais c'est malheureux. Et je voudrais dire, tout le temps, il a dit aujourd'hui, vous avez dit ce matin que cette profession garde toute sa noblesse au Bénin. Merci. Mais j'ai vu de vos collègues, des gens de votre génération, en amphi, dire ils ne savent pas les gens vont étudier le journalisme aujourd'hui au Bénin. Ils le disent depuis 7 ans, ils continuent de le dire. Et ils disent qu'il n'y a plus rien dans la presse. Mais eux, ils enseignent la matière pour gagner de l'argent. Je ne sais pas en fait, je n'ai pas de mots pour qualifier la chose. Je trouve que c'est tellement malhonnête. Je trouve que c'est tellement méchant. Et ces gens sont nos références. Parce que quand on parle de presse au Bénin, vous ne pouvez pas parler de presse sans eux. Et même quand vous ne les invitez pas, quand ils prennent la parole, ils sont plus écoutés que vous. Mais voilà ce qu'ils disent aux étudiants en amphi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça nous encourage à aller de l'avant? Nous parlons aujourd'hui de violence. Si nous devons bien traiter la question, il faudrait qu'il y ait le coaching de certaines personnes. Mais ces personnes fuient le débat ou carrément nous demandent de ne pas nous intéresser au débat parce que c'est trop sensible. Je suis dans une position qui me permet d'apprécier tout ça parce que non seulement je suis toujours en activité, mais j'encadre des journalistes, des étudiants. Donc j'entends tout ce qui se dit en amphi, ce qui se dit dans les bars, ce qui se dit à côté. Et je me dis, est-ce que ce contexte-là nous permet d'avoir des jeunes qui auront le courage d'embrasser les grands sujets? Nos rédactions, il n'y a personne pour vous aider à faire une enquête. Quand vous entamez une enquête, vous avez tous les problèmes. Parce qu'on vous dit qu'il faut produire au jour le jour. Quand vous n'avez pas produit l'élément du jour et que vous dites que vous allez... Bon, je donne mon exemple. Je devais faire une enquête dans le mono. Mais il a été dit, mes caméras ne dépassent pas Ouida, mes caméras ne dépassent pas Porto Novo. Mais l'enquête, c'est là-bas, juste à la frontière togolaise. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça nous donne envie d'y aller? Est-ce que si nous avons des informations par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à, je ne sais pas, à Banikoara,
il faut quand même se rendre à Banikwara. Est-ce qu'on nous permettra d'aller à Banikwara? Est-ce que comme ça, nous pouvons dire que nous avons les armes pour vraiment traiter de ces questions? Le dernier cas que je vais évoquer, dites-nous un petit mot au sujet de Vigile Avancé. J'ai mon opinion propre, mais dites-nous un petit mot. Merci. Merci, Carlos. Vous avez la parole. Merci. La première question, c'est par rapport à comment faire lire son papier. Cela n'a rien de sorcier. Déjà, si je prends la presse écrite, parce que c'est ça que j'ai fait essentiellement, même si j'ai fait un peu l'audiovisuel, notamment la radio, à l'agence Proximité, qui travaille avec SIFIA International. Normalement, un bon journaliste, quand il fait son papier, ça doit passer par au moins 2 ou 3 tamis. Votre chef de desk va lire. Votre rédacteur en chef va lire. Mais il y a quelqu'un dont la lecture est inévitable. C'est le secrétaire de rédaction. Pourquoi est-ce qu'on fait un calibrage des articles que nous écrivons et on dit les colonnes sont sacrées? La colonne est très précieuse. Vous ne pouvez, c'est pourquoi à chaque fois qu'on vous demande un papier, on vous dit faites-moi un papier de tel nombre de signes ou de tel nombre de caractères. Parce que l'espace, c'est une sorte de lotissement que le secrétaire de rédaction fait dans le journal. Et pour que votre papier puisse tenir, je disais que le secrétaire de rédaction, c'est une sorte de régulateur de proximité dans les rédactions. C'est à lui de rattraper les coquilles, même si des correcteurs ont lu, votre chef de desk a lu, votre rédacteur en chef a lu, lui, c'est lui qui rattrape les dernières coquilles. C'est lui qui rattrape les dernières incorrections dans votre papier. C'est lui qui rattrape ce qui peut poser problème au plan déontologique dans votre papier. En dernier ressort, c'est lui qui rattrape celui qui peut donner lieu à un procès pour le journal et pour vous-même, ou bien votre radio et vous-même. Donc, il y a ces niveaux déjà où c'est spontanément que vous-même vous soumettez votre papier à votre chef de desk naturellement. À votre rédacteur en chef, même si ce n'est pas vous-même qui le faites, le chef de desk, quand il va finir, il va l'envoyer au rédacteur en chef. Mais ça doit descendre vers le secrétaire de rédaction, dont c'est le rôle de trouver une place, de positionner votre écrit dans le journal, par exemple. Donc, il y a cet aspect. Mais l'autre lecture dont je parlais en évoquant l'humilité, et je vous ai donné des cas quand même qui devraient vous édifier. Je répète que Germain Adelacourt, c'est mon père. En termes d'âge, l'écart d'âge entre lui et la plupart de nous, était grand. Il a été un enseignant. Et quand il écrit, vous lisez, vous constatez qu'il a été à la bonne école, en termes de maniement de la langue française au moins. Mais qu'est-ce qui le pousse à me faire lire, puisque quand il était avec nous, il n'écrivait que le billet, qu'est-ce qui le pousse à me faire lire les quelques 2 ou 3 phrases qu'il rédigeait à l'époque? Je vous pose la question. Est-ce qu'il a besoin de moi pour écrire des papiers corrects? Non, je ne pense pas. Mais il me faisait lire, comme il faisait lire à d'autres de la rédaction, son papier. C'est de cette lecture qu'il s'agit. C'est-à-dire, si vous-même vous faites l'observation, vous allez vous rendre compte que quand vous écrivez un papier, c'est toujours, presque toujours, on écrit sous pression, si vous êtes dans la presse quotidienne. Je ne sais pas si vous avez fait l'observation. On écrit presque toujours sous pression. Et quand vous écrivez sous pression, ce n'est pas évident que vous puissiez rattraper toutes les coquilles vous-même, que vous puissiez faire attention au respect de la forme journalistique sur tous les plans. Ce n'est pas évident que vous soyez assez inspiré pour trouver le bon titre. C'est en faisant lire votre papier à un collègue à la rédaction qui peut vous lire pour dire, bon, le titre que vous avez mis là, je ne pense pas que ce titre soit le plus adapté. Je vous suggère telle chose. C'est simplement ce qu'on recherche en allant présenter son papier spontanément à un collègue à la rédaction pour dire, lis-moi cet article ou bien lis-moi ce papier que je vais utiliser pour un commentaire sur image, ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà en quel thème le problème se pose. Le dernier aspect de votre question, c'était une contribution, me semble-t-il. Et par rapport à Carlos, je le remercie pour tout cet hommage. Maintenant, je voudrais dire, par rapport à cette sissiparité qu'on a observée, vous savez, si vous vous amusez aujourd'hui à faire la généalogie, l'arbre généalogique de la presse, vous allez vous marrer le reste de votre vie. Tout est parti d'un seul journal, en fait. Et tous les jours, c'est pourquoi je parle de sissiparité. Ça se multiplie. Si vous faites l'arbre généalogique de la presse, au moins la presse écrite, vous allez, même la radio, en quelque sorte. Donc, c'est le même personnel. Mais je vais vous poser une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait que, quand nous sommes dans une rédaction, j'accepte votre hypothèse, et que nous estimons que nous sommes dans une rédaction et ce n'est que le patron de la rédaction qui s'en met plein les poches. Et quand on quitte là,
quelqu'un quitte là, il va créer une rédaction. Vous vous rendez compte que lui aussi n'a créé qu'un seul emploi et c'est pour lui-même. Je disais il y a quelques mois dans une émission que le problème de fond, c'est un problème de départ. À savoir, c'est que nous trichons. Quand vous prenez le nouveau code de l'information et de la communication, ce code impose désormais qu'on crée une entreprise en bonne et due forme avant de créer un journal. Mais dès lors qu'on crée l'entreprise, il devrait y avoir des contrôles qui vont suivre. Quand ce contrôle ne suit pas, une entreprise ne peut pas se limiter au fonds qu'on a mis pour le créer. Alors, je trouve 2 vieux ordinateurs, j'appelle quelques amis ou bien quelques étudiants que j'ai gardés par le passé, je les mets dans un coin, ils travaillent et je les abandonne à leur sort. Ce n'est pas possible que ça continue de cette manière. Mais il faut remonter à la source du problème. La source du problème, c'est les conditions dans lesquelles les journaux, les radios sont créés. Le problème que vous posez, ça existe dans les radios aussi, par exemple. Donc, avec quels moyens a-t-on créé ces médias? C'est le problème de... C'est l'économie de la presse que vous touchez à ce moment précis, par exemple. Avec quels moyens? Quand vous observez bien ce qu'il se passe, la presse est une entreprise lourde. Et observez les grands médias internationaux aujourd'hui. Le journal Le Monde en France, pendant longtemps, il n'y a pas de chaîne de télévision qui n'attend de lire Le Monde avant de faire son menu du jour, pour que vous puissiez voir l'influence de ces grands journaux. Tous ces grands journaux ont des difficultés aujourd'hui. Vous pouvez vous connecter tout de suite et lire sur le net. Donc, si ceux qui ont plus de moyens que nous, les journaux qui ont été créés peut-être depuis les années 40, qui sont encore là, ont des difficultés, à plus forte raison, nous qui, un beau matin, après un rêve, nous nous emparons des ordinateurs peut-être que d'autres ne sont plus prêts à utiliser et que nous faisons appel à des jeunes journalistes sans nous soucier de combien nous allons leur payer. Est-ce que nous pourrions le leur payer sur une longue durée, ainsi de suite? C'est un problème de fond que vous posez. Je ne pense pas être vraiment à même de vous donner la solution à ce problème. Mais là où les journalistes eux-mêmes pêchent, il y a quelques années, j'étais dans la commission de l'aide de l'État à la presse privée, et à un certain moment, on a imposé pour dire, avant qu'un journal ne bénéficie de l'aide de l'État à la presse, il faut que ce journal apporte des déclarations des journalistes eux-mêmes, des déclarations pour certifier que oui, mon directeur m'a déclaré à la CNSS. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que par le passé, il suffisait que le directeur dise oui, j'ai déclaré mes journalistes. Et après, on se rend compte que ce n'est pas vrai. À un certain moment, on dit non, il faut que les journalistes eux-mêmes là attestent que le directeur les a déclarés. Vous savez ce qui s'est passé? Une fois, la commission a siégé, a attribué l'aide de l'État à la presse. Il se fait que la seule télé à l'époque qui avait eu cette aide de 18 millions, je crois, à l'époque, a pu présenter ce document dont je vous parle, où les journalistes ont émargé pour certifier que le directeur, le PDG les a déclarés. On attribue l'argent l'instant d'après, dès que la liste a été publiée. C'est des journalistes qui commencent par appeler pour dire non, ce que vous avez fait là, ce n'est pas normal. Le type, il nous a floué tout le temps. Il dit, mais est-ce que ce document, vous l'avez signé? Il n'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Mais que voulez-vous finalement vous-même? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc, dans le problème réel que vous posez, il y a la part de responsabilité des journalistes eux-mêmes. C'est vrai que c'est gênant. On ne travaille pas seulement par vocation. On travaille aussi pour en vivre et pour faire vivre sa famille. Voilà la réponse que je peux faire à votre, Merci beaucoup. À votre observation. Oui, la question concernant notre confrère Vigile. Voilà. Ah, voilà. Je ne sais pas ce que vous voulez que je réponde à votre question. J'ai suivi ce débat. Je salue le soutien dont il a bénéficié. Je vous ai dit qu'en mon temps, chaque fois qu'on met la main sur un journaliste, parce que nous estimons que c'est un espace de liberté qui se réduit, tout le monde se mobilise pour faire ce combat-là, pour que le confrère puisse recouvrer sa liberté. Mais cela dit, par rapport à ma génération, nous n'avions aucun complexe aussi à relever ce qui n'a pas bien marché. Pour ce que j'ai suivi, je ne sais pas si j'ai eu les bons éléments, je parle au conditionnel. Si j'ai eu les bons éléments, compte tenu de la gravité de ce que j'ai suivi, et qu'a fortiori on a présenté comme une enquête, parce que quand vous dites j'ai fait une enquête, c'est une situation aggravante, ça veut dire que vous donnez toutes les garanties que ce que j'ai fait là, il n'y a pas à redire là-dessus, à la limite. Donc je voudrais, c'est pourquoi il dit si les éléments que j'ai vus sont... Si c'est le cas, vous savez, dans notre corporation,
il y a un certain nombre de principes que nous devons respecter. J'ai appris que Pierre a volé un œuf. Je contacte Pierre. Pierre dit oui, j'ai volé l'œuf, ce qui est rare. Pierre peut dire non, tu te trompes, je n'ai pas volé l'œuf. Pierre peut dire je n'ai aucune réponse à te donner. Va-t'en. C'est possible, c'est des hypothèses. Mais notre corporation, le métier de journaliste au plan déontologique, au plan des principes, il y a un certain nombre de formules pour restituer cet acte et montrer que j'ai fait la démarche, mais je n'ai pas eu la réponse. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait parce que ce qu'il s'est passé là, on se dit, ça peut se passer à tout moment. Même si vous êtes le journaliste le plus compétent possible, ne pensez pas que parce que vous avez fait une investigation, cela ne peut pas donner lieu à une poursuite judiciaire. Ça peut venir. Donc par rapport à ça, vous mettez tous les arguments de votre côté. Pourquoi on le fait? Pourquoi on procède ainsi? Même si l'information s'avère fausse après, vous allez pouvoir plaider ce qu'on peut considérer comme la bonne foi. Tous les bons avocats qui maîtrisent le droit des médias vous le diront. On procède ainsi parce que même si après l'information s'avère fausse, vous pouvez plaider la bonne foi. On voit dans quelles conditions vous avez fait le travail. Est-ce qu'il y a une intention de nuire simplement derrière le travail que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait telle démarche? Donc, je ne sais pas si ces démarches-là ont été faites dans ce contexte. Donc, c'est pourquoi je vous dis que, sous réserve que ce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, ce que j'ai entendu, si c'est vrai, en mon temps, on l'aurait fait. Je vous donne un exemple précis sur lequel l'ODEM s'est prononcé il y a quelques années. Le ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme avait été mis en cause par un journal de la place, à l'époque, qui l'accusait de faire ce qu'on appelle, de commettre ce qu'on appelle le délit d'initié. C'était ça à l'époque. Dans la démarche, l'Observatoire écrit, vous transmet la plainte pour que vous puissiez vous prononcer sur ce qu'on vous reproche. Mais quand à l'époque, nous avons transmis la plainte au journal, au directeur du journal, il a démontré que, il a dit, mes informations sont en béton et autres. Si vous n'êtes pas convaincu, à l'époque, il y avait la cellule de moralisation de la vie publique à Porto-Novo. Si vous n'êtes pas convaincu, allez à la cellule de la moralisation de la vie publique. Vous allez voir que j'ai raison. Et il ajoute ceci. D'ailleurs, le contradictoire n'est plus obligatoire. Jusque-là, rien de grave. Nous avons fait toute la démarche. Je me suis déplacé vers l'institution à l'époque. Je ne vous dis pas ce que j'ai vu, puisque à l'époque, cette institution, sur chaque dossier instruit, vous verrez, c'est des cantines. Bon, mais j'ai vu des éléments qui m'ont intéressé. J'ai demandé aux responsables de l'institution, est-ce que moi, en tant que président de l'Observatoire, je peux prendre possession, je peux copier, je peux avoir copie de tels éléments qui m'intéressent. La dame me dit non. Moi, j'ai le statut de conseiller technique du chef de l'État, à qui je rends compte, quitte à ce qu'il en fasse ce qu'il veut. Donc, je ne peux pas vous laisser photocopier tel document. Je sais pourquoi ces documents m'ont intéressé. Nous sommes restés dans ce jeu durant 4 mois à étudier le même dossier. Il y avait des magistrats parmi nous. L'Observatoire, ce n'est pas n'importe quelle structure. Il y avait un magistrat, pas n'importe lequel. Il y avait le représentant de la société civile et autres. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de ne pas observer la plainte au fond. Simplement parce que nous avons estimé que sur le fond, le ministre mis en cause ne nous a pas fourni des éléments qui nous convainquent qu'il n'a pas eu délit d'initié. Sur le fond également, le journaliste n'a fourni aucun élément probant pour nous convaincre qu'il y a eu délit d'initié. Donc nous avons estimé que sur le fond, je peux partager la décision avec vous, que sur le fond on ne se prononce pas. Il ne reste plus que la forme. Mais il se fait que sur la forme, on a condamné le journaliste. L'observatoire, ça, il ne s'agissait pas de la justice, c'est l'observatoire. Nous l'avons condamné simplement parce qu'il n'a pas fait cette démarche dont je vous parle. Donc, la question que vous me posez, si vous voulez, je peux partager la décision avec vous. Voilà ce que je peux vous répondre. J'aurais bien voulu, je veux que nous menions ce combat de la presse et qu'un journaliste ne puisse pas se retrouver en prison sous toutes les conditions que nous connaissons. Mais honnêtement, mettons tous les arguments de notre côté aussi chaque fois que nous travaillons. Voilà ce que je peux répondre à la question. Je ne sais pas, ça c'est mon appréciation. Oui. Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui au Bénin qu'on a un journaliste en difficulté et que parmi nous on en trouve encore à écrire
contre ce journaliste ou à le plonger, ce qui n'est pas possible au niveau donc de l'ordre des avocats, qui systématiquement se réunit en session, prend une sanction à l'encontre de cet avocat-là et le suspend provisoirement pour avoir violé une des dispositions de leur règlement intérieur, à savoir que la confraternité n'a pas été respectée. On a des décès tous les jours dans nos hôpitaux. L'ordre des médecins n'a jamais livré à la vindicte un médecin. On peut, au besoin, le protéger et le ramener dans la cour de l'ordre pour le fesser, pour le fouetter, au besoin pour le châtier administrativement. Comment est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui, cher aîné François Aoudo, je dirais plus loin, respecter François Aoudo, pour ce que vous êtes pour cette profession-là, que nous ayons au sein des médias au Bénin des journalistes qui écrivent contre leurs confrères journalistes sans que des sanctions subséquentes ne soient prises jusqu'à aujourd'hui? Par rapport à la question de l'ambiance qui règne dans la corporation, je peux vous rassurer, j'en souffre autant que vous. Mais je n'ai pas de bâton magique non plus. Tout à l'heure, je vous ai dit comment est-ce qu'on procédait. Il est arrivé, ça il faut le reconnaître, il est arrivé qu'on ait des difficultés dans la presse. Ce n'est pas en mon temps. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Ce serait vous mentir que de vous dire qu'en notre temps, il n'existait pas. Je me souviens d'une bataille qu'il y avait eu entre Feu Célestin Akpovo et Napoléon Agapi Maforikan, quand il s'agissait que Agapi Maforikan prenne la succession de Célestin Akpovo qui voulait rempiler à l'époque. Je vous assure, c'était pas facile. Ça a été fait, mais il y avait un certain nombre de personnes. Vous savez, je vais ramener l'image à nos maisons. Il y a même des adages qui le traduisent dans presque dans toutes nos langues. Où une maison où il n'y a pas d'aîné n'est pas une maison. Les gens peuvent s'entretuer facilement, ils peuvent se croiser sans se saluer, et c'est l'impression que notre presse donne aujourd'hui. Il se fait que pour trouver la solution, il n'y a que les acteurs des médias aujourd'hui, parce qu'en notre temps, c'est nous qui allions solliciter nos aînés. C'est nous qui les appelons pour dire, bon, face à telle situation, nous voudrions que vous nous aidiez à trouver une solution. L'observatoire, simplement, qu'on a évoqué ici, vous savez, l'observatoire de la presse, de la déontologie de la presse, n'aurait jamais vu le jour. Si on ne réussissait à avoir le consensus, je peux vous assurer qu'on a mis du temps à trouver ce consensus. Parce que, ce qu'on ne vous dit pas souvent, avant le code en vigueur aujourd'hui, il y a eu plusieurs codes. Il y a eu un premier code en 1973. On peut comprendre, à l'époque, il n'existait pratiquement que la presse officielle. Il y a eu un second code en 1991 où il existait déjà des journaux du privé. Mais certains aînés du public ont estimé qu'il ne faut pas tenir compte du privé. Ce code est mort de sa belle mort. Ce qui a fait qu'on a pris un certain nombre de précautions. Donc, il n'y a pas de bâton magique. Je crois qu'il revient à vous autres qui animez la presse aujourd'hui de savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous pensez que vous disposez de toutes les armes pour régler le problème, ou alors vous pensez que vous avez besoin d'être accompagné? Ça, c'est un débat interne. Personne ne peut vous imposer quoi que ce soit. Sur le second volet, personnellement, j'ai toujours été choqué par une pratique, et je vous le répète aujourd'hui. Pour la mise en place du FADEM, Fonds d'appui au développement des médias, il y a eu plusieurs équipes, c'est moi qui ai fait l'étude de faisabilité, la dernière version du Fonds d'appui au développement des médias. Et l'un des points qui m'avait choqué, et je le défendais avant de venir là, je le défendais en commission par le passé. J'ai toujours été impressionné quand je constate que sur l'aide, à l'époque, on prélevait une partie qu'on appelait, comment on appelait ça? Aide. Non, il y avait un montant de l'aide qu'on distribuait mécaniquement à tous les journaux. J'ai oublié la formule utilisée. C'est-à-dire, sur chaque aide, avant de répartir en tenant compte du mérite de chacun, on prenait une partie, par exemple, peut-être 5 millions, et on dit, à tous les journaux, on donne 500 000, 500 000. Personnellement, j'ai toujours été comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui justifie un journal dont le siège se réduit au cartable du directeur de publication? Qu'est-ce qui justifie que ce journal vienne s'asseoir pour prendre le même montant qu'un autre qui dispose d'un siège, qui a un personnel, qui a du matériel, qui doit payer le loyer, qui doit payer l'électricité et autres? Qu'est-ce qui justifie? De sorte que j'ai proposé que cela soit supprimé. Le jour où il y a eu la validation, je crois que c'est dans cette même salle ici, je sais que ça n'a pas été facile.
J'ai dit, bon, c'est mon avis. Ce n'est pas parce qu'il est proposé que cela doit être retenu. Si c'est ça qui arrange la corporation, que voulez-vous que moi ils disent? C'est pour cela que, pour finir, je dirais que la solution, c'est encore entre vos mains. Parce que aucun médecin n'a jamais fait irruption dans une maison pour dire qu'il veut soigner malade si on ne le sollicite. Voilà ce que je peux vous répondre. Merci, chers amis de la presse. Vaillant combattant de la liberté, on peut applaudir l'aîné Kofi François Odo. Nous sommes en train d'aborder la fin de cette émission, de ce plateau, RIM 2022. C'est presque fini, mais avant, je voudrais vous remercier pour toutes ces belles contributions qui donnent vie à ce rendez-vous. Nous allons procéder à la remise des attestations aux stagiaires qui ont pris par éducation pour se renforcer aussi aux impétrants techniciens audiovisuels qui ont brillamment soutenu leur mémoire de fin de formation à l'Institut de formation de l'ONG Éducation. Avec la régie, avant donc de distribuer ces attestations, je vais prier les techniciens de nous passer donc cette transition de la formation de ces jeunes. Merci. Ça y est, le groupe Éduc-Action lance ses formations. Vous êtes jeune et passionné d'images, Éduc-Action vous offre une opportunité unique de faire carrière dans les métiers de l'audiovisuel. Monteur, infographe, cadreur, droniste, photographe, graphiste, etc. Dans un cadre d'entreprise, Éduc-Action déploie une formation à 90% pratique avec des professionnels avertis, dévoués et disponibles. Avec Éduc-Action, vivez votre rêve, embrassez une carrière exaltante. Pour vos inscriptions, contactez le 51 53 29 51, le 94 64 112 20 ou rapprochez-vous du siège de Éduc-Action, 6 à Cotonou, non loin de l'hôpital Bethesda, à Cédrita. Le groupe Éducation, c'est également un creuset d'apprentissage et de renforcement de capacités. Nous recevons chaque année des stagiaires journalistes, cadreurs sortis de l'INSTIC, de l'UAC, de l'ORTB, des cours Sono et même de USAE. Et donc, nous les accompagnons dans leur premier pas dans le métier. Ils ont bénéficié de quelques stages chez nous et c'est donc l'occasion de leur remettre ces attestations-là. Je vais laisser la parole au maître de cérémonie pour rapidement les inviter. Merci beaucoup. Il y en a qui ont fait une formation en cadrage, en montage et en infographie, mais il y a également d'autres qui ont été des stagiaires au sein de l'entreprise, surtout du média Éducation. Et donc, au rang des étudiants qui sont passés au niveau de l'Institut de formation de l'ONG, il y a Digui Caius Yelian. Il est dans la salle? Jimande Martine. Soyon B. Rodrigo Maurice. Ahossi Simon Pierre Maouillon. Ahotondi Jean-Marie. Voilà, donc individuellement, il y en a qui des formations en infographie, en cadrage et en montage. Et après, nous avons des stagiaires. Ok, pour en même temps la photo. Au milieu, c'est mieux. À côté de la dame, oui. À côté de la dame. Il n'est donc pas exclu qu'on bâtisse cette promotion, la toute première, la promotion François Oudot. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez vous retrouver. Merci beaucoup. Alors donc, après, nous aurons les stagiaires, c'est aussi des étudiants qui ont fait des universités ou des écoles professionnelles en journalisme et qui sont passés également au niveau d'éducation. Nous avons une Bédi Allégria Triomphe Tiré. Adoukonou Silas.
Sogwege Rodrigo Maurice, Orobi J-Christ et Domédar, Lalou Odile, Sogobe Viviane, et puis enfin, Ronekon Madoché. On les applaudit, s'il vous plaît. Vital aussi, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est bien, merci. Merci beaucoup. Et donc, Rich, je te retourne le micro, certainement pour clôturer. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Merci Serge David Zouémé. Merci également à ce beau public. Comme je l'ai dit, compagnons de fortune, mais aussi quelquefois d'infortune, comme nous vivons le cas aujourd'hui avec notre confrère. On espère qu'il va s'en sortir et que nous allons, avec la confraternité, le soutenir. On va finir sur une petite note douloureuse et je voudrais vous prier de vous tenir debout avec nous pour observer 1 minute de silence en mémoire d'un jeune collègue qui aurait pu être là aujourd'hui, mais qui malheureusement nous a tragiquement quittés il y a 3 jours des suites d'un accident de circulation. C'est celui-là même qui a filmé les images que vous avez vues tout à l'heure et qui était chez le confrère également, le doyen François Aoudou, vendredi, qui a fêté son anniversaire jeudi dernier. C'est Emmanuel Tosset. Éducation te rend hommage. Emmanuel repose en paix. Merci à vous pour tous vos messages de soutien, de condoléances que nous avons reçus. C'est la fin d'année, c'est aussi la fin de cette édition 2022 des rencontres intergénérationnelles des médias. L'invité, nous l'avons reçu, il a nom Kofi François Aoudou. Vous avez compris qu'il est né un vendredi. Il est de Covert, la terre de mythes, de culte et de masques. Il va laisser un message dans le cahier des rimes, comme la tradition l'impose ici, un petit message en souvenir de ce passage. Vous avez compris que l'homme n'est pas dans les discussions à fleurer moucheté, il n'a pas sa langue dans sa poche, loyal, véridique. Il nous a partagé, notamment dans cette émission, les clés de l'humilité, de l'excellence, que je vous prie donc de prendre en considération dans l'exercice de votre métier, de notre métier, pour que ce métier, ce sacerdoce retrouve vraiment ses lettres de noblesse. Bonne et heureuse année 2023, paix et santé à tous, dans vos familles respectives et surtout soyez prudents et bonne année 2023. Éducation, c'est déjà l'entreprise d'Arish Media. C'est également le journal spécialisé Éduc Action. Vous avez une boîte de production ou si vous voulez une agence de production. Vous avez l'ONG Éduc Action qui accompagne tout ce qui relève de la scolarisation des enfants. Et enfin, le tout nouveau bébé, c'est bien sûr l'Institut de formation de l'ONG Éducation. L'Institut qui forme et qui contribue à la culture excellente dans le milieu de la presse au Bénin. Merci et à très vite. Chaque génération réside dans sa capacité à puiser dans l'héritage laissé par celle qui l'a précédée, mais surtout à faire un savant dosage entre ce qui est reçu et ce qu'elle a aussi forgé.
Merci à Éducation de l'avoir compris. Ça change pas.